Et, Bonsoir. bon, présente-toi et puis dis ce que tu fais, qui tu es à Abidjan, qu'est-ce que tu fais en fait. Bon, dis-moi, dis que tu es. Je ne sais pas si vous me voyez. Bonsoir à tous. Ouais. Merci de me recevoir. Merci Kim. Donc, je m'appelle Eric Thiam Sabates. Je suis le directeur général de la Société ivoirienne des tabacs, la CITAB. Je suis également le président de l'UGC, donc l'Union des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire, qui regroupe parmi les 30 plus grandes multinationales du pays, donc Nestlé, Unilever, Cargill, etc. Accessoirement, je suis également vice-président du patronat ivoirien, donc de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGC. Et donc, quand Kim m'a mentionné cette initiative avec la Chambre de commerce ivoirienne, etc., j'ai trouvé que c'était une idée très, très, très intéressante et j'ai été vraiment honoré. C'était un privilège de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, vraiment, je salue cette initiative et j'aimerais dire aux dirigeants donc, de cette chambre de commerce que je ne connais pas, reach out, qui m'a mes contacts, qui sait comment me joindre. Et si on peut vous aider à construire des passerelles et à établir des liens, etc., pour vos membres, ce sera avec grand plaisir. Voilà un peu ce que je peux dire aujourd'hui. Je ne sais pas si éventuellement il y en a certains ou certaines qui ont des questions ou des interrogations ou quoi que ce soit. Ce n'est pas tout à fait l'objectif de la réunion, mais je suis disponible encore quelques minutes parce qu'ici au pays, il est un peu tard, quoi. Ok. Non, on ne va pas vous retenir pendant longtemps, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous joindre et de... Il y en a qui ont des questions, je pense. Bien. Non, vous avez une question. Loris, tu as une question? Oui, 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 oui. Je voulais demander, merci Eric déjà d'être connecté et ça nous fait chaud au cœur de t'avoir. Moi, j'aimerais demander, vu que cette chambre de commerce que nous sommes en train de construire, elle est très jeune, avec, avec beaucoup de personnes qui viennent tout juste de commencer, moi, j'aimerais demander, à ton avis, quels sont les bénéfices d'un rapport, d'une collaboration entre la chambre de commerce d'ici et la chambre de commerce là-bas? Quels sont les bénéfices même d'avoir une chambre de commerce seulement pour les Ivoiriens, puisque nous vivons à l'étranger? Alors, c'est une bonne question sur laquelle j'ai pas eu beaucoup de temps de réflexion. Je pense d'abord que c'est une bonne initiative. Euh, pour avoir été à votre place en Amérique du Nord et avoir décidé de rentrer au pays, et Kim a été également dans ce cas-là par le passé, je sais que certains d'entre vous euh, sont titillés par l'envie de rentrer, mais rentrer comment? J'ai pas envie de rentrer à l'arrache. Je veux un projet, je veux quelque chose, je veux des liens, je veux me rassurer, ou d'autres ont juste envie de contribuer. Euh, et je pense qu'une chambre de commerce, c'est déjà une bonne plateforme qui permet de créer un cadre pour les gens et un objectif commun. Donc déjà, quand on est plusieurs, on est plus intelligent et on est plus puissant. Donc déjà, de cette base-là, pour moi, c'est un bon point de départ. Après, c'est vous qui êtes aujourd'hui aux États-Unis et c'est toi qui sais, Loris, ce qu'il est possible de réaliser aux États-Unis ou sur quoi il est possible de rebondir. Maintenant, de l'autre côté, avoir une collaboration avec le patronat ivoirien, qui était, on est vraiment, je le dis sans arrogance et en toute humilité, on est l'un des patronats les mieux structurés et les mieux financés d'Afrique. Donc, il y a une vraie dynamique aujourd'hui avec le président Ahmed Sissé, qui en plus est également très présent États-Unis. Donc, je pense que quand je vais lui parler de cette initiative, il va être très, très content. Mais ça permet de tisser des passerelles, d'ouvrir des portes, de rencontrer les bonnes personnes. Et qui sait, sur 100 projets, s'il n'y en a que un qui aboutit, c'est déjà une très, très grande victoire. Donc, après tout ça étant dit, bon, la question aussi, c'est qu'est-ce que Loris Quadio va faire pour contribuer au succès de cette chambre de commerce? C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup pour la D'accord. réponse. Merci beaucoup. Bon, allez, Eric, je sais qu'il se fait tard là-bas. Vraiment, merci de ton temps. Je sais qu'il se fait tard, les enfants, tout ça. Vraiment, merci pour tout.
Merci pour ton temps. Il est 22 heures à Abidjan. Pardon, va te reposer. C'est encore une longue journée demain. Donc, on se parle plus tard, frangin. Et bon, merci pour ta présence. Y a pas de problème. Si, je t'enverrai mes honoraires d'avocat de Il n'y a pas de divorce. problème. J'envoie ça chez tonton là-bas. T'inquiète. Allez, Merci à toutes à et plus à tard. tous for having me et reach Allez, out. À très à plus tard, bientôt. frangin. Et Merci. vraiment bravo pour Ciao. cette initiative. Ouais. Merci beaucoup. Donc, maintenant, avant que nous n'allons plus loin, je vous invite à tous à ouvrir le chat et à cliquer sur le lien et à remplir les informations demandées. Je ne sais pas si, Franck, tu as envoyé les informations sur le chat. Non, attends, je vois. Attends, je regarde le chat d'abord. Est-ce que je vois les noms? Je n'ai pas envoyé. Attends, j'envoie ça. J'envoie ça tout de suite. Euh, OK. Tu Donc, parles des informations pour les questions, mais tu parles des informations pour le networking, en fait. Où les gens, en fait, remplissent leurs informations pour qu'on puisse avoir, en fait, avoir leur, euh, leur nom etc. C'est de ça que tu parles? on peut essayer de comprendre à qui on s'adresse. L'affaire. OK. OK. Bon, là, il y a ce que j'ai envoyé d'abord, le lien, c'est pour vraiment que les gens mettent les informations pour les entreprises, qu'est-ce qu'ils ont pour comprendre, en fait, ce qu'ils, à quel stade sont dans leur entreprise. S'ils viennent de commencer, ils viennent de commencer. En fait, il y a des informations qui sont obligatoires, mais il y a des informations qui sont optionnelles. Donc, c'est à vous de rentrer. Et ça permet, en fait, de se connaître, de savoir à qui on a affaire et de créer des passerelles, justement, pour pouvoir, en fait, quand on prend ces informations, il y a quelqu'un qui vient d'Abidjan, il y a quelqu'un qui vient de quelque part du patronat qui veut avoir quelqu'un sur place qui fait telle activité. Ça nous permet de voir, regarder cette liste et puis voir en fait ce dont on a besoin. D'accord? Et OK. contacter les personnes en fait et donner des opportunités à tout le monde en fait. C'est ça le but. OK. Donc il y a ça. Et c'est de ça que tu parlais? Oui, je, D'accord. Donc c'est là. Donc c'est là où vous pouvez remplir, j'ai envoyé le lien. Vous pouvez remplir, puis mettez vos informations et puis bon, voilà. OK. D'accord, merci Ginette. Bonsoir à tout le monde. Merci de nous honorer de votre présence ce soir. Ça fait plaisir de voir que il y a du monde, quand même des personnes qui viennent pour soutenir l'initiative. Donc, on parle de chambre de commerce, donc on parle d'entité à but non lucratif. Donc, je vais commencer comme elle a dit. Je suis auditrice, je travaille avec les organisations, les ONG, euh, généralement en auditant les états financiers, en travaillant avec les CFO, les VP of Finance et tout, et les acteurs des ONG. Bon, on va parler de comment on part d'une idée. Donc, comment on part de l'idée à l'institution, à structurer véritablement notre organisation et à la rendre crédible. Déjà, on parle d'ONG, on connaît, on voit ce que les ONG font, on sait dans quoi les ONG œuvrent, mais on ne sait pas, on ne les connaît pas véritablement dans leur complexité et tout ça. On perçoit parfois les ONG comme des perfusions financières, des personnes, des institutions qui reçoivent uniquement de l'argent et elles font ce qu'elles ont à faire et c'est tout. Mais parfois, ce qu'on oublie, c'est que les ONG sont soumises à des règles parfois plus complexes même que celles du secteur privé. Et la raison, c'est que l'État est impliqué partout où il y a l'État, on sait très bien qu'il y a la rigueur. Allons-y au slide tout. That's tout. Non, avant ça. Juste après ça. Ça? Non, oui. Non. Non, juste après ça. Oui. Ça? Non, non. OK. Let me...
Voilà, ça. Donc, on peut peut-être, oui, agrandir un peu. Bon, je peux commencer à parler le temps que. Donc, on parle des ONG, mais toutes les ONG sont pas forcément égales. Donc, il y a plusieurs catégories d'ONG et selon l'ARS, on cite comme ça 25 types d'ONG. Et parmi ces 25 types d'ONG, il y a des types qui sont très connus, des types d'ONG qu'on voit régulièrement et qui agissent tous les jours au quotidien pour l'impact social. Bon, on a, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a la 501 C3, C4, C6, C7. Donc, la C3, c'est ce qu'on voit généralement. Ça, c'est le Saint Graal de toutes les ONG. Elles œuvrent généralement dans l'éducation, la santé, l'humanitaire et tout ça. Et donc, les personnes qui font des dons à ce type d'ONG sont exonérées. Donc, les dons sont déductibles, pardon, d'impôts pour ceux qui donnent. Pour les C4, ce sont les organisations qui œuvrent généralement dans tout ce qui est plaidoyer, influence politique, mais par contre, les dons ne sont pas déductibles. On a les C6, comme la Chambre de commerce, donc ici c'est Georgia. On a les associations professionnelles et on a les C7, donc les clubs de football, de tennis et ce genre de choses. Bon, on ne va pas citer les 25, mais pour dire que chaque ONG a ses exigences. Bon, on va donc parler des 501 C3, celles qu'on connaît régulièrement, celles qu'on voit tout le temps. Bien. Elles partent d'une idée. Donc, la mission, elles définissent un problème, elles décident de se mettre ensemble et elles veulent viser un impact. Donc, pour se structurer, elles vont déjà commencer à penser la mission. Donc, elles pensent à la mission. Après, elles doivent s'enregistrer en tant que organisation, donc dans un État. Donc, elles s'enregistrent de façon légale. Ensuite, elles doivent recevoir l'approbation de l'ARS. Et après l'approbation, il faut donc construire son conseil d'administration, il faut avoir les systèmes comptables qui en œuvre et tout, les procédures financières adéquates. Bon, on a dit tout à l'heure que les ONG, bon, on parle d'organisations à but non lucratif. Donc, normalement, elles font pas de profit, elles sont exonérées d'impôts, mais en même temps, on parle d'ARS qui doit approuver les statuts. Pourquoi véritablement l'ARS se mêle de tout ce qui est organisation? Parce qu'en fait, les organisations sont définies pour répondre à des besoins spécifiques. Et l'État, il y a un pacte entre l'État et les organisations. On peut aller au slide suivant. Voilà. Donc, il y a un contrat social implicite entre les deux entités, donc entre les ONG et l'État. Et donc, normalement, non. Sorry. No, that's fine. Juste avant ça, là où il y a la déclaration, non, juste après. Voilà. Voilà. Donc, je parlais tout à l'heure de contrat social, on ne va pas vous taxer, mais vous allez devoir prouver ce que vous faites. Parce que normalement, les ONG font le boulot d'intérêt public que l'État est supposé faire. Donc, pour chaque dollar non imposable, les ONG ont le devoir donc, de pouvoir prouver ce qu'elles font avec l'argent qui est exonéré. Anyway. Donc, l'État va donc demander aux ONG de remplir une déclaration fiscale qu'on appelle le 990. On entend 1040 pour les individuels, le 1120 pour les SICAP et tout ça. Mais pour les ONG, on a besoin de remplir une déclaration fiscale qu'on appelle le 990. Et ça sert à quoi véritablement cette forme-là? Puisque l'État nous donne de l'argent ou les individus nous donnent de l'argent et qu'on ne paye pas d'impôts sur ce qu'on fait,
Donc, on doit pouvoir être en conformité avec un certain nombre de choses. Pour ça, on doit avoir une bonne gouvernance. Donc, de quoi est composé notre conseil d'administration? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Toutes ces choses-là doivent être sur la forme 990 et c'est rendu public. Donc, tout le monde peut avoir accès au 990 pour toutes les organisations déclarées. Donc, la rémunération des 5 gros salariés de l'organisation est rendue publique. À quoi l'argent a véritablement servi? Est-ce qu'il y a eu des lobbying? Combien ont été dépensés dans les lobbying pour pouvoir influencer les politiques publiques? Et tout ça est rendu public. Et le danger avec ça, c'est que après 3 ans, si une organisation n'est pas en conformité et qu'elle ne dépose pas ses 990 à temps, après 3 ans, elle devient tout simplement une entreprise taxable et elle perd son statut d'ONG. On peut passer au slide suivant. Voilà. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. On va aller très vite. On parle d'ONG, on a parlé tout de suite de structuration. En quoi consiste véritablement cette structuration pour les organisations? Donc, on va penser une architecture, des fondations et un toit. On prend donc les 4 piliers de cette architecture pour pouvoir être crédible véritablement de quoi on a besoin. On a besoin d'un conseil d'administration qui est indépendant, donc il n'y a pas de conflit d'intérêt. Et le conseil d'administration doit pouvoir être très compétent d'abord et pouvoir être capable de donner pouvoir faire une supervision stratégique, donner des conseils stratégiques à l'organisation, pouvoir dire aux fondateurs lorsqu'ils déraillent, parce que ce qui est dur à accepter parfois par les ONG, c'est que une ONG n'appartient pas à son fondateur. Donc, c'est difficile de le dire, mais le conseil d'administration a le pouvoir de pouvoir recadrer les fondateurs lorsqu'il y a des dérapages. Alors, le deuxième pilier très important, c'est la transparence financière. Donc, transparence financière, là, tout à l'heure, on a parlé de 990, il faut faire donc des audits externes réguliers, il faut pouvoir avoir une comptabilité solide pour prouver que nous sommes, avoir des procédures pour prouver que nous sommes structurés et on doit pouvoir mesurer l'impact. On a décidé, lorsqu'on s'est constitué, de pouvoir aider pour l'intérêt public. Mais véritablement, est-ce que cet impact-là est mesurable? Donc, on doit avoir généralement des départements de suivi et évaluation qui permettent de dire, par exemple, on veut construire une école, mais est-ce qu'après 2 ans, cette école-là, est-ce qu'elle va toujours fonctionner? Est-ce que la communauté sera autonome? Parce que ce qu'on oublie généralement, c'est que les ONG sont là pour pouvoir rendre les communautés autonomes et arrêter de dépendre de l'État à un certain niveau. Donc, quatrième pilier très évident, c'est l'éthique et la conformité. Donc, il faut respecter les règles, il faut pouvoir gérer les risques. Bon, à ce stade, on a les fondations, on va finir avec la toiture. Oui. Ouais, d'accord. Donc, on a le statut officiel, on est conforme aux règles, on a une bonne moralité, donc transparence totale sur tout ce qu'on fait, on remplit nos formes 990, on a des procédures très claires qui sont mises en place et on est efficace parce qu'on arrive à mesurer véritablement l'impact sur le terrain et savoir ce qu'on fait. Donc, on dit ici qu'une ONG crédible n'est pas celle qui multiplie des actions visibles, mais celle qui accepte de rendre publiques ses actions. On va aller au suivant. Voilà. Non, avant ça. Voilà, d'accord. Donc, comme j'aime bien le dire, Rome ne s'est pas construit en un seul jour. On a donc une idée, on a une structure et on nous fait confiance. Parce que parfois, après avoir créé l'organisation, on peut recevoir des fonds ici et là. Mais est-ce que ça veut dire véritablement qu'on est mature? Est-ce que parce qu'on perçoit des dons des personnes qui nous font confiance, ça veut véritablement dire que cette ONG-là a atteint un niveau de maturité institutionnelle? Pas forcément. Donc, on va voir rapidement l'échelle de maturité institutionnelle. Pour être mature, on vient de le dire tout de suite, on a d'abord le niveau 1, le fondateur, il est engagé, il trouve d'autres personnes avec qui il partage la même vision. Donc, il y a l'énergie humaine qui y est. On va avoir une gestion centralisée. Généralement, on passe sur fonds propres et donc on a un financement informel.
Ensuite, on essaie de se structurer, on écrit des procédures, on essaie d'avoir un conseil d'administration, on a un conseil d'administration, on a une comptabilité de base, on reçoit 1 ou 2 financements, on est déjà éligible pour recevoir des financements. Le 3e niveau, le 4e niveau sont les niveaux les plus importants dans la maturité institutionnelle. Donc, le niveau 3, on commence à devenir proactif. Donc, notre gouvernance, elle ne doit pas seulement être de façade, mais notre gouvernance doit véritablement être constituée de personnes qui savent nous donner des conseils, pour nous donner de bonnes recommandations pour aller de l'avant. Donc, on a de bons systèmes financiers, des systèmes financiers robustes qui sont mis en place, et on doit prouver à ce niveau-là de maturité que on peut absorber l'argent qu'on nous donne. C'est une petite organisation, peut-être qu'il y a 2 ans, à qui on donne, par exemple, 100 millions de dollars. Est-ce que cette ONG-là peut faire face à cette absorption financière? Donc, à ce stade de proactivité, on doit pouvoir avoir des procédures en place qui nous permettent de pouvoir absorber du cash, pour pouvoir être transparent comme il se doit. Et ensuite, on va maintenant au dernier niveau de maturité. À quel moment on sait véritablement qu'on est mature? C'est lorsque on arrive à faire une chose très importante. À ce niveau-là, il y a l'environnement. Donc, l'environnement va agir sur nous et on va pouvoir réagir. Et la capacité pour une ONG de pouvoir réagir efficacement face à notre environnement macroéconomique va déterminer notre niveau de maturité. Et la qualité du système qu'on va mettre en place va donc avoir toute sa place dans ce système. On va devoir anticiper les risques, on va devoir utiliser de nouveaux financements parce que, par exemple, nous sommes là en période de crise, comment on anticipe de nouveaux financements, comment on est résilient dans cette sphère dans laquelle nous sommes actuellement et comment on crée des partenariats stratégiques. On peut aller au slide suivant. Je pense que c'est la bonne année, je pense. Avant ça. Voilà. D'accord. Donc, j'étais en train de dire comment on anticipe le risque. Donc, ça, on va parler du financement. Généralement, on sait tous aujourd'hui à quoi sont confrontées les organisations. Donc, il y a le modèle qu'on connaissait hier, il y a le modèle 100% donation, 100% dons, subventions. On reçoit des fonds, excusez-moi, on reçoit des fonds de partenaires, on reçoit des fonds du gouvernement, on s'arrête là, on fait ce qu'il y a à faire, mais à un certain niveau, il peut y avoir une fatigue des donateurs, il peut y avoir des crises économiques comme celle qu'on vit actuellement. Donc, c'est dur de pouvoir subsister. Une organisation qui se veut mature, une organisation mature, va donc faire 2 types de choses. Là, on a le modèle résilient, comme vous pouvez le voir à l'écran. On a la philanthropie privée et subvention institutionnelle, ce qu'on connaît déjà, comme je viens de dire. Un individuel nous donne de l'argent, l'État nous donne de l'argent et tout. Les 2 autres types de financement que j'aime beaucoup, ce sont les revenus autogénérés et la stratégie. Donc, pour les revenus autogénérés, les organisations deviennent des social business, comme des entreprises normalement, mais seulement que 100% de leurs revenus vont directement dans l'impact, c'est-à-dire vont directement dans la mission de l'organisation. Elles ne vont pas partager leurs revenus ou leurs bénéfices comme les entreprises privées le font. Elles vont réinvestir directement dans leur mission. Donc, elles peuvent créer des conseils, elles peuvent développer des brevets technologiques, elles peuvent créer beaucoup de choses, mais seulement que le profit ne sera pas partagé avec les membres, avec le fondateur, avec les personnes du conseil d'administration. La deuxième chose, pour finir, c'est la stratégie. Donc, la stratégie, c'est quoi? Je vais vous donner deux exemples de stratégie très rapidement. On va partir avec les crédits relais, on va partir avec la finance mixte. Bon, les crédits relais servent à quoi véritablement? Une ONG décide, peut-être une ONG dans sa mission électrifie peut-être des écoles, un village ou peu importe. Bon, aujourd'hui, on lui dit, OK, tu veux électrifier, tu veux réaliser ce projet, mais on va te donner de l'argent dans 7 mois. Ou bien on va signer un contrat pour une subvention, mais la subvention, elle est conditionnelle. C'est-à-dire que commencez d'abord le travail, 50% du travail achevé, on vous donne le reste de l'argent. Bon, quand on se retrouve dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait véritablement? On n'a pas la liquidité nécessaire pour pouvoir faire face à ça.
Et ce que certaines petites ONG ne savent pas, c'est qu'elles peuvent prendre des prêts. Mais pour pouvoir prendre des prêts, elles doivent pouvoir être préparées parce qu'on sait que la banque n'est pas dans le non-for-profit. Donc, il va falloir avoir une certaine structure, tout comme les entreprises privées. C'est de vraiment agir avec toute la structure d'une entreprise privée, de sorte à être respecté, être vu autrement. Il y a beaucoup d'organisations, par exemple, qui ont des lines of credit, qui ont peut-être des millions de dollars en line of credit. Quand elles ont ce genre de contrat, elles vont même les chercher. Elles commencent à faire le travail, elles utilisent leur ligne de crédit et après, lorsqu'elles reçoivent le financement, elles remboursent leur ligne de crédit. Le deuxième exemple dont je parlais dans la stratégie après les crédits relais, c'est les blending finance, donc les finances mixtes, où l'État même s'engage. On parlait tout à l'heure d'électrification. Vous voulez électrifier le village, l'État est supposé électrifier le village, mais comme vous, ça rentre dans votre émission et de votre impact, bon, on vous confie cette mission, l'État va donc lancer des obligations à impact social et elle va se porter garant auprès d'investisseurs privés. Vous réalisez la mission, l'État se rend compte que, bon, du moins, on envoie des auditeurs opérationnels financiers pour vérifier que l'impact a été actuellement fait et tout ce qui a été décidé pour l'argent a été fait. Et puis, l'État rembourse tranquillement ces investisseurs privés-là. Donc, ce sont des types aussi de financement à avoir pour pouvoir ne pas rester en marge de vos missions. Pas parce que nous sommes dans des crises économiques que la mission des organisations doit s'arrêter. Bien, on peut aller, oui, au dernier slide. Donc, pour conclure avec tout ça, avant la série de questions, vous pouvez aller sur LinkedIn. Il y a le LinkedIn de Alliance Finance Impact. On va donner les détails plus tard. Pour les appels à candidature, pour les organisations qu'on publie généralement, les conseils sur tout ce qui est pilier concernant la maturité institutionnelle. Actuellement, nous sommes sur le pilier de la gouvernance. Donc, vous pouvez voir des posts fréquents, des outils gratuits qu'on partage comme ça. Et puis, si vous allez sur le site aussi, vous pouvez prendre des diagnostics pour savoir à quel niveau sont vos organisations, si vous suivez les règles qu'il faut et si vous pouvez vous déclarer ou vous dire que, accepter que vous êtes mature ou pas. Bien. Merci Ginette pour la parole, merci pour l'opportunité. On va donc passer aux autres speakers. Merci beaucoup, Lauren. En tout cas, c'était beaucoup d'informations. Oui, je sais. Désolée si j'ai été longue. Non, non, c'était important. Donc, restez là. On va revenir avec Lauren pour lui poser d'autres questions, si vous avez des questions. Et pendant, on va passer à Franck. D'accord. Je vais partager mon écran. C'est peut-être plus facile si c'est possible. D'accord. Je pense que vous voyez, ça va? D'accord. Bon, moi, on m'a appelé pour me demander comment développer sa petite et moyenne entreprise, son business. Bon, pour ça, bon, moi, je vais demander à tout le monde de participer. On va, d'abord, je vous dis de quoi on va parler. Euh, Qu'est-ce que la préparation financière? Les trois piliers. Quels sont les documents financiers dont l'essentiel? Quelles sont les erreurs que les gens font tous les jours? Euh, la routine euh, mensuelle et votre plan d'action. Donc, par rapport à ça, je vais poser des questions à l'audience, à tout le monde qui est là. Merci encore de votre présence, hein. Euh, Si un client veut vous payer avec Zelle, mais votre compagnie n'a pas Zelle, le Zelle est sur votre compte personnel, est-ce que vous prenez l'argent ou pas? J'attends qu'on me réponde. Bien, personne n'est pas. Si la compagnie a Zelle, S'il y a un client qui vient, il dit, il dit, j'ai Zelle, je vais vous envoyer l'argent, j'ai 5 000 dollars, je t'envoie avec Zelle. Mais ta compagnie n'a pas Zelle, ton compte compagnie n'a pas de Zelle. C'est son compte personnel seulement qui a Zelle. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'argent ou tu ne prends pas l'argent? je vais créer un Zelle et Non, puis ton compte là, ton compte en banque là, il y a pas l'option Zelle. Tu fais quoi? moi, je vais trouver le moyen de prendre l'argent, quoi. Je vais Tu pas as le... trouvé le moyen de prendre l'argent. Et les autres, j'attends que tout le monde. Il y a des réponses dans le chat. Il y a Marie Kosono qui dit non. Je pense OK. que les gens peuvent enlever le micro, ouvrir leur Nous, on micro. veut les participer, hein. En fait, on est là pour participer, pour tous se partager. Euh, Moi, je ne m'y connais pas trop. C'est pour ça que je suis là. Mais je me dis que si j'ai pas le zèle de la compagnie et qu'il envoie de mon compte personnel, ça peut créer un conflit plus tard. Comment j'explique à la banque, comment je fais les papiers, tout ça.
Donc, je vais appeler Monsieur Franck Agui pour m'aider. Exactement, tu as trouvé la bonne réponse. En fait, l'ARS et les banques ne veulent pas que tu mélanges ton argent personnel avec ton argent, ton compte personnel et ton compte entreprise. C'est un truc, non, non, c'est direct. C'est-à-dire, quand ils voient ça, en fait, ils veulent même pas avoir affaire à toi. Donc, ça, c'est une chose. Euh, Si, par exemple, votre cousin vient et puis il dit, ah, faut me faire un prix d'amis. Et puis, bon, vous faites la réduction 50% et c'est pas trop. Et puis, bon, tu n'enregistres pas. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Tu ne mets pas ça dans ta comptabilité. C'est toujours pas bien. Tu dois mettre dans la comptabilité. Tu dois faire, même si tu as donné un prêt, un discount, mais tu as toujours travaillé au nom de la compagnie. OK? Donc, tu dois enregistrer. C'est ça. OK. Il faut toujours enregistrer parce que ça te permet de déduire ça de tes impôts. Plus tu as des charges comme ça, tu peux déduire. C'est important pour toutes les transactions doivent être enregistrées. C'est très important. Si tu reçois, par exemple, et les autres, peuvent parler aussi, hein. Si vous recevez $5 000 sur votre compte entreprise, aujourd'hui, tu as fait un profit de $5 000, mais tu as ton mortgage à payer. C'est toi le chef d'entreprise. Tu as ton mortgage à payer. Et sur ton compte personnel, il n'y a pas l'argent. Tu fais quoi? Tu vis l'argent sur ton compte personnel ou bien tu fais comment? C'est la réalité, hein? Si je vide ça sur mon compte, c'est que j'ai mélangé mes trucs personnels encore. Donc ça, là, ça va pas marcher. Donc, ça veut dire que c'est pas bon. Je ne vais pas mélanger. Tu n'as pas mélangé. Non. D'accord. Et, euh, et les autres, qui donne les réponses? Qui va mélanger, qui va virer l'argent sur son compte ou bien qu'est-ce que vous allez faire? On va Il commencer à vous appeler, hein. faut les appeler, il faut les appeler. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Bon, je vois Ravier Conan, Simon Pierre, Maud, Stéphanie, Sephora. On vous attend. Ravi, et toi, tu fais quoi? Si Bonsoir. l'argent là, tu fais quoi? Hein, Ah, pour ne pas qu'on me vide ma maison, peut-être que je vais trouver une solution pour emprunter avec ma propre entreprise et puis rembourser Ok, après. ok. Ok. Et les autres, Lille, Camille, Francesca, Jessica, etc. Les autres sont pas là ou bien ils sont en truc? Allô? Bon, la réponse est simple. En fait, quand tu transfères l'argent à ton compte personnel pour pouvoir payer tes factures, tu dois enregistrer simplement. C'est-à-dire, si de fois tu as de l'argent, ton entreprise a besoin d'argent, tu enregistres la transaction, en fait, de compte et comme ça. C'est pour montrer que vraiment, c'est une distinction parfaite, c'est enregistré, c'était pris en compte. Et puis, si tu veux, repayer ou bien si tu veux, tu repayes après, tranquillement. Mais il faut enregistrer ces opérations-là. C'est très important. Il y a un fournisseur qui faut vous faire un bon prix, mais il dit de payer, payer cash. Comme ça, en fait, on n'enregistre pas on ne paye pas les taxes. Donc, il va te faire un bon prix, mais tu ne vas pas payer TVA. Exemple, je parle, bon, j'imagine. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien ou qui est pas bien? Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, personne ne veut parler dans ce truc-là ou bien on est seul? la sœur Lily, ouvre ton micro. Mhm. Hello, bonsoir tout le monde. Voilà. Euh, Franchement, j'ai pas compris ce que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il Je vous dis, plaît? un fournisseur vous fait un bon prix, mais il dit D'accord. payer cash, comme ça, en fait, on ne va pas charger les impôts. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire ou bien c'est bien ou c'est pas bien? Franchement, c'est mieux d'analyser les risques, quoi. C'est-à-dire, si quelqu'un vous fait ce genre de proposition, c'est mieux de voir ce qui est bien, ce qui va vous porter préjudice après Mhm. et tout. Et puis, en fonction de ça, vous allez voir comment vous allez faire. Parce que franchement, je me suis jamais retrouvée dans ce genre de situation, donc je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. Ok. Ça arrive souvent, ça arrive souvent. Des fois, ils te disent, bon, tu payes cash et puis tu payes pas, je ne mets pas les sales tax dessus. Comme ça, ce sera moins cher pour toi. Et moi, en fait, donc,
Mais en fait, tu dois toujours enregistrer tes informations. Tu dois toujours enregistrer parce que pour tes Oui. impôts, pour toi, pour déduire après tes charges, ce serait comme ça, tu payes moins d'impôts. Et, C'est toujours la première chose à faire, c'est enregistrer. C'est là qu'on va voir l'histoire de la compagnie, ce qui se passe. Si tu n'enregistres pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, ce que tu as fait. Si ton chiffre d'affaires n'est pas le même, tes dépenses ne seront pas les mêmes, ce sera virtuel en fait, ce sera fictif, ce ne sera pas vrai. Donc, voilà. d'accord. Merci, Voilà. Monsieur Franck. Euh, il y en a beaucoup. Il y en a qui ont un bon business? Ça rapporte de l'argent, ça fait par exemple 8 000 $ par mois, mais en fait, ils font ça avec le numéro de sécurité sociale. C'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que tu peux grandir avec ça? Il faut le truc de sécurité, comme ton sécurité sociale. Est-ce qu'avec ça, tu peux grandir, tu peux devenir une grande compagnie ou bien c'est comment? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que c'est mieux de faire les choses dans les règles pour ne pas, au fil du temps, avoir des problèmes avec peut-être les personnes qui seront concernées plus tard. D'accord, d'accord. Marie, qu'est-ce que tu en penses? Bon, j'ai écrit beaucoup dans le chat box, hein. Ah, tu as écrit, j'ai pas vu, attends. Celui qui donnait l'argent là, j'ai mis que c'est un début de mafia, ou bien. Et puis j'ai demandé quelle est la différence avec les gens qui blanchissent l'argent. Apparemment, parce qu'ils n'écrivent pas tout ça. Oui, ils écrivent pas, ben, ils vont enregistrer, ils vont créer un faux business et puis ils vont mettre l'argent dessus, en fait. C'est ce qu'ils font quand ils vont blanchir l'argent. Euh, Ah. Maintenant, pour l'autre, là, j'ai mis qu'on a besoin de IAN number. Je pense que c'est ah, comme ça qu'on appelle ça. oui, quand tu n'as pas ton IAN number, en fait, tu es invisible pour la banque, tu es invisible pour les impôts, tu n'existes pas en tant que compagnie. Tu peux pas demander un créé entreprise. Tu peux pas acheter une voiture avec ton truc, ton entreprise. Tu peux pas acheter des assets en fait avec ton truc entreprise parce que tu utilises ton social security. Tu n'es que personnel et puis c'est difficile parce qu'après tu es liable s'il y a quelqu'un qui te sous pour tel truc. En fait, on peut prendre tout ton patrimoine en fait parce que c'est personnel. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe, c'est directement c'est ta personne, en fait, tout ce que tu as créé. Si quelqu'un tombe, comme on dit, quelqu'un tombe, il a glissé sur la glace, il est tombé devant chez toi, il prend tout, il prend ton entreprise, il prend tout avec. Donc, c'est pour ça qu'il faut créer sa propre entreprise. Comme ça, on est visible par les banques, on est visible par les institutions et ça nous permet d'avoir son entreprise et grandir, prendre de l'ascendant, grandir très vite. Bon, euh, qu'est-ce que je fais? Donc, voilà les questions. J'ai d'autres questions, mais on va avancer comme les gens. Les entreprises qui échouent, c'est souvent à cause du cash flow. L'entreprise est positive, c'est-à-dire que, je donne l'exemple, hein, quelqu'un vend son, je vais être terre à terre, quelqu'un vend son attiqué à 100 francs, il achète la à 50. C'est positif. Mais il y a des saisons. Il y a des moments où il y a beaucoup d'achèques, il y a des moments où il n'y a pas beaucoup d'achèques. Il y a des moments où les clients payent en avance et il y a des moments où les clients ne payent pas. Donc, ce qui se passe, le cash flow, ton cash flow peut être négatif. Ton entreprise peut se porter bien, que ton schéma, ton business plan, là, ça va marcher. Mais si tu n'as pas prévu que dans 6 mois, que ton cash flow sera négatif, ton compte sera négatif, c'est pas à ce moment-là que tu vas commencer à demander de l'argent. Personne ne va t'aider. Nous, on sait ça. La banque va voir que, oh, tu es en négatif. Non, on ne va pas t'aider. Personne ne va t'aider. On demande un crédit à la banque quand on est déjà fort, quand notre cash flow est bien, quand tout est bien. On a une projection, on voit le futur. On sait que, dans 2 mois, je serai négatif parce que je sais que c'est saisonnier. Je demande le crédit maintenant. Je ne vais pas l'utiliser, hein. Je le demande maintenant. Comme ça, en fait, quand ça arrive, j'ai déjà, en fait, j'ai déjà l'argent, le crédit qui est là. J'ai déjà ma ligne de crédit. J'utilise ça tranquillement. Je paye mes employés, je paye mes fournisseurs et je passe tranquillement. Je rembourse quand l'argent arrive. Quand mes clients me payent, maintenant, je rembourse mon crédit tranquillement, sans truc. Mais beaucoup d'entreprises, souvent, on reste dans notre tête. On calcule dans notre tête comment ça se passe. Oui, bon, OK, bon, ça va aller, ça va aller. Et quand ça vient, on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas avoir de l'argent. Notre business qui fait de l'argent, c'est un bon business, mais bizarrement, notre compte en banque est zéro. On demande crédit à gauche, à droite parce qu'on peut. Et personne ne va te donner un crédit quand tout va mal. Parce qu'ils voient que, bon, tu n'es pas organisé, tu n'as pas prévu ce qui s'est passé et c'est pas bon. C'est comme piloter un avion et puis regarder seulement l'horizon. Tu sais pas, voilà, ton essence est en train de diminuer.
OK, il faut regarder ça, il faut regarder ta pression d'huile, il faut regarder tous les trucs. Il y a tous les éléments à regarder. Donc, le cash flow, c'est très important. C'est le nerf de la guerre. On dit cash, c'est le nerf. Euh, Souvent, quand les gens demandent aussi les 61% des statistiques qui demandent, des gens qui demandent, des entreprises qui demandent des crédits à la banque, ils échouent parce qu'en fait, c'est juste parce qu'ils ne sont pas prêts. Leurs formulaires, leurs financials ne sont pas prêts. C'est pas comme il faut. Il manque des choses. Les gens pensent que c'est juste remplir sur le compte, ton compte entreprise, là, tu remplis les cases, là, 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 et puis, mais non, la banque veut voir des fichiers. Il veut voir tes reporting, ton payroll reporting trimestriel, tes taxes que tu as payées pendant les années précédentes, que tu as fait tes taxes. Il veut voir que tous tes statements sont prêts, que tu as en fait, tu as un plan, que tu es prévisible, tu as prévu pour les 12 prochains mois. Avec ça, en fait, ils disent, ah, OK, voilà le passé, voilà le présent qu'il en est. OK, je vois le futur. Avec ça, il n'y a pas de problème. Je sais que bon, c'est je vois le train, je sais que c'est positif. Donc, en fait, OK, est-ce que je peux lui passer de l'argent ou pas? Maintenant, je rentre maintenant dans le domaine où je vois ces ratios pour voir, en fait, est-ce que cette compagnie est vraiment, c'est un bon investissement ou pas? Et, euh, bon, maintenant, il y a une autre chose. Bon, là, c'est 70% des personnes, on dit 70% des personnes, ne savent pas vraiment quel est leur profit réel, en fait, leur gros profit, c'est-à-dire que la marge qu'ils font. Comme je dis, quelqu'un qui paye 50 francs la ticket et puis il vend ça à 100 francs. Mais sur la route, là, il paye le policier. Il prend 25 pour payer de l'eau. Bon, je donne terre à terre, hein, mais c'est pour dire que ça, là, on garde dans la tête, on ne s'occupe pas de non, c'est petit, c'est pas grave. Ok, j'ai un gros paquet d'attiqués, c'est pas grave. Mais tous ces petits trucs, ça accumule, ça accumule. Et à la fin, on se rend compte que ma marge, là, en fait, en réalité, là, c'est pas aussi grand que ça. Et donc, tant qu'on ne met pas par écrit, tant qu'on ne voit pas réellement ce qui se passe, parce qu'en tant qu'entrepreneur, souvent, c'est très, 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 très facile. On s'occupe de operating, on veut faire marcher notre entreprise. On dit, on n'a pas le temps. Accounting, là, ça va rester. À la fin de l'année, quand les taxes vont arriver, je vais payer. Je vais calculer tout ça. Je vais donner au comptable. Et tous les reçus, il va se débrouiller là-bas. Je m'en fous. OK, mais moi, je veux survivre actuellement. Là, j'ai besoin que l'entreprise marche. J'ai besoin que l'autre envoie fournisseurs m'envoient les produits. J'ai besoin de vendre. Mes clients me payent, etc. Je cours à gauche, à droite. Donc, je n'ai pas le temps tous les mois de m'asseoir, de gérer tout ça pour calculer vraiment quelles sont mes marges. Quelles sont mes marges? Ça veut dire que en calculant mes coûts exacts, je peux calculer le prix que je dois faire. Pas regarder le voisin. Il y a la voisine qui est à côté. Elle vend les produits à 20 000. Mais je ne sais pas, peut-être que la maison qu'elle a là, elle n'a pas de mortgage dessus. Peut-être que c'est quelqu'un qui l'a fait. Elle reçoit des subventions. Je ne sais pas. Je copie parce que c'est le. Non, c'est pas aléatoire. C'est pas de gambling. C'est vraiment le truc qui est là. Tu dois calculer tes choses. C'est le plus important. C'est-à-dire, c'est piloter un avion et puis ne pas regarder ce qui se passe. Vraiment, ne pas regarder. Et ça, c'est important. C'est vrai que c'est le plus important. Si vous n'avez pas de calcul, vous n'avez pas d'entreprise. Si vous n'avez pas quelqu'un, même quelqu'un, votre petite sœur qui fait les calculs pour vous, qui fait sur un spreadsheet, c'est très, très important. C'est très important. Même si vous n'avez pas le temps, dites à quelqu'un, regarde ça pour moi. Si vous pouvez prendre un professionnel, regarde ça pour moi. C'est encore mieux. Comme ça, en fait, vous savez où vous allez. Et c'est là que vous voyez la valeur de votre entreprise. La valeur d'une entreprise est basée sur les futurs cash flows qu'ils vont envoyer. Si tu ne fais pas si on voit que tu n'as pas de futur prévisionnel, c'est zéro. Ta entreprise vaut zéro. Aujourd'hui, si Amazon s'arrête de vendre et qu'on dit qu'il n'y a plus de vente pendant 2 ans, l'action d'Amazon chute, zéro. On s'en fout de ce qui se passe actuellement. Parce que tu n'as pas de futur. C'est en fait, c'est les futurs cash flows qui déterminent la valeur de l'entreprise. D'accord? Euh, donc là, pour être prêt financièrement, je dis comme je disais, je reprends, euh, connaître sa trésorerie mensuelle, son PNL, et bilan PNL, c'est compte de résultats et balance annuelle, c'est ça. Euh, Montrer les relevés pendant 12 mois, les relevés bancaires de la compagnie, pas les relevés bancaires personnels, les relevés bancaires de la compagnie, il faut avoir ça. Comprendre les marges, c'est-à-dire quand on te pose des questions, est-ce que ton entreprise, est-ce que tu connais, tu sais ce qui se passe, tu as des camions, comment ça se passe, est-ce que tu fais de l'argent ou pas, est-ce que les factures que tu reçois là, est-ce que chaque fois que tu as un voyage, tu fais de l'argent, est-ce que le service que tu vends,
tes mèches que tu reçois là, est-ce que tu fais de l'argent ou pas? Quel est le profit? Tu multiplies par 3 ou bien c'est juste. On survole certaines choses, on se dit, moi j'étais entrepreneur aussi, on se dit, non, j'ai le temps, c'est pas grave ça là, c'est pas grave. De toute façon, je connais mes chiffres et c'est pas grave. C'est très important, c'est très très important. Et euh, avoir un budget, sans budget, on voit rien, on fait rien, on n'a pas de visibilité. Le budget n'est pas juste un outil que tu fais, tu les poses là, on fait un budget pour 12 ans et puis on s'en fout. Non, moi j'ai vu des entreprises qui ont fait des budgets même à la fin, le budget donnait un résultat négatif. Un budget ne doit pas donner un résultat négatif, c'est que tu as quelque chose qui ne va pas. Un budget, ça doit te donner, tu dois prévoir pour que ce soit positif. Tu dois prévoir, tu dois le suivre chaque mois, tu dois voir, comparer au réel, qu'est-ce qui s'est passé. Si tes assumptions, comment dire assumption en français? Si tes hypothèses de départ, comment tu as calculé ton budget, n'ont pas été, c'est pas passé. Si par exemple, tu as calculé ton budget et puis il y a Covid qui est arrivé, ok, tu expliques qu'il y a Covid qui est arrivé, voilà, voilà. Donc tu changes les données, voilà, la demande a baissé, voilà, voilà, voilà ce qui se passe. Mais au moins, tu as ton budget. Avec ça, tout le monde, même un investisseur privé, un investisseur institutionnel, qu'une soit une banque, il va toujours il va toujours, il va toujours regarder tes chiffres et pouvoir savoir s'il peut te donner un crédit ou pas. C'est pas garanti, mais au moins, ton application a des chances de marcher. C'est- Il faut il faut aussi être registre. Souvent, on dit on mélange compte personnel et compte. Il faut être registre. Tu n'es pas registre, ça passe pas. C'est les gens qui n'ont pas de EIN number, ça passe pas. Il faut être registré au state, il faut être registré au fédéral. Tranquille. C'est fédéral, c'est gratuit. Le state, c'est peut-être 100 dollars, 150 dollars, ça dépend du state. Il faut le faire. Euh, euh, Ginette, tu as une question? Non. Merci beaucoup. Je veux qu'on puisse commencer les questions. Ah, ok, d'accord, ok. Bon, les choses, faut pas mélanger. Bon, ce qu'il faut pas faire, faut pas mélanger compte personnel. Faut avoir un système comptable. Même spreadsheet, c'est bon, c'est pas grave. Ne pas produire des états. Si tu ne produis pas des états financiers, compte résultat, balance et tableau de financement, c'est important. Avec aussi la même chose, mais pour le futur. Euh, Quand on ne sait pas où va l'argent, on a un problème. Ça, c'est important. Bon. Euh, le prochain, c'est les 3 piliers de la préparation financière. Et là, je laisse Madame Kouadio parler. Ok, merci Franck. Merci Franck. Je vais essayer d'aller vite de telle sorte qu'on puisse avoir assez de temps pour répondre aux questions parce que c'est ça qui est important. Pour parler des piliers de la préparation financière, d'abord, mais pourquoi on parle de tout ça? C'est que je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'entrepreneurs, c'est pour ça que nous sommes là. Et tous les entrepreneurs ont une chose en commun, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ils veulent grandir, ils veulent agrandir leur entreprise, ils veulent que leur entreprise soit réussisse. Et pour que ça se fasse, ils ont besoin de capitaux, donc ils ont besoin d'argent. OK? Donc, il y a différentes manières d'acquérir des finances en tant qu'entreprise. Mais même si vous partez demander à un membre de la famille, il va toujours vous demander des preuves, il va toujours vous demander quelque chose à voir. Et c'est la même chose pour la banque. Pour les banques, pour les investisseurs, pour les VC et consorts, c'est même encore plus, beaucoup plus de documents. Donc, avant de chercher des capitaux, voici comment se préparer en tant qu'entreprise. Voici ce qu'il faut avoir. Et là, on est en train de dire qu'il y a 3 piliers, n'est-ce pas? Qui est, le premier, la gestion de la trésorerie. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par gestion de trésorerie? C'est ce qu'on appelle le cash flow, n'est-ce pas? C'est savoir où chaque dollar va. Quel est l'argent qui rentre, quel est l'argent qui sort, combien d'argent tu as dans ton compte en banque. C'est-à-dire toujours prévoir à l'avance. On dit généralement, la règle, c'est d'avoir au moins 90 jours à l'avance de cash que tu peux utiliser pour couvrir tes charges, mais ne jamais être à sec. OK? Et le deuxième pilier, c'est les rapports financiers. Quand on parle de rapports financiers, on parle de PNL, de bilan, tableau de trésorerie, qui est ton cash flow statement, ton bilan, c'est ton balance sheet en anglais. Mais avoir tous ces documents-là, ou bien pouvoir au moins
produire ces documents-là et comprendre les chiffres qui sont sur ces documents-là. C'est très, très important pour chaque entrepreneur. Le troisième pilier, c'est être à jour avec tout ce qui est réglementation. OK? Donc, est-ce que tu as tes déclarations fiscales, c'est-à-dire est-ce que tu fais tes taxes annuelles, tu fais les taxes pour la compagnie, est-ce que tu as toutes tes licences, tu as ton assurance, tu as tes contrats, est-ce que tout est organisé? Ce que généralement, nous, on appelle le back-office, ce que généralement, on appelle, des entrepreneurs m'appelaient la paperasse, mais c'est quelque chose de très, très important. Si tu as ces trois piliers-là, donc, tu peux en ce moment aller demander des fonds, que ce soit à la banque, que ce soit avec des investisseurs. Tu peux essayer d'avoir des capitaux pour pouvoir grandir ton entreprise. Franck, la prochaine. D'accord. Et donc, pour tout ce qui est rapport, j'avais voulu aller en détail avec les plus importants, notamment celui-là, le compte de résultat, qui est le PNL. PNL, Profit and Loss. Très, très important pour toute entreprise. Donc, alors, sur ton PNL, tu as ton chiffre d'affaires, qui est ton revenu, tu as le coût de tes marchandises, tu as ta marge brute, tu as tes charges d'exploitation, c'est-à-dire les charges fixes, même celles qui sont variables, hein, et puis tu as ton résultat net, qui est ce que nous on appelle bottom line en anglais, ton bottom line, ton vrai profit, c'est-à-dire ce qui reste avec toi, ce qui est pour toi, en fait, en tant qu'entrepreneur. Mais tu dois savoir, tu dois connaître tout cela, OK? Et pourquoi ton PNL est important? Ton PNL est tellement important parce qu'il décrit ton état financier. C'est-à-dire que, je donne un exemple. En tant que personne, tu es là, mais tu as tes signes vitaux, tu as ta tension, tu as ton cholestérol, tu as ton taux de sucre. Et chaque année, chaque fois, tu vas chez le médecin pour vérifier tout ça là. Parce que tu peux penser que tu es bien portant, mais tu peux être malade dans ton corps. Et c'est la même chose avec le PNL. Tu penses que ta compagnie va très bien, mais quand on s'assoit, quand on regarde les chiffres, tu peux ne pas aller, ton entreprise peut ne pas aller bien. Donc, c'est ta santé financière qui est très important. Les banques te demandent toujours ce compte résultat-là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir les tendances. Les investisseurs veulent connaître tes marges. Bon, les investisseurs, eux, ils veulent connaître tes marges parce qu'ils veulent aussi des marges dans ces marges-là. Donc, ils veulent voir tous tes nombres, ils veulent voir tous tes chiffres. Toi-même, tu peux voir à travers ton PNL si tu as les bons prix, si tu n'as pas un problème, si tu dois réduire tes coûts, ce que tu dois contrôler. Tu vas connaître ta santé, comme je dis, à travers ton PNL. Et donc, sans PNL, c'est comme si on navigue à l'aveugle. On conduit une voiture, pour utiliser l'analogie de Franck, c'est comme si tu conduis une voiture et puis tu n'as pas de tableau de bord, quoi. Donc, tu ne sais pas si tu as de l'essence, tu ne sais pas si tu vas vite, etc., etc. Alors, le deuxième document à avoir, quelque chose qui est très important, c'est ton budget. OK? Ton budget est très, très important. Généralement, les entrepreneurs se disent qu'ils n'ont pas besoin de budget, tout est dans leur tête. Eux, ils savent exactement où ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Mais c'est la plus grande erreur à commettre, en fait. Donc, ton budget te dit où ton argent doit aller au lieu de te demander où ton argent est parti. C'est-à-dire que ton budget te montre où ton entreprise doit aller. Au lieu qu'à la fin, tu te demandes, mais moi-même, il a dépensé quoi? J'ai payé quoi? Et donc, ton budget te montre une prévision de tes revenus, ton budget te montre tes charges fixes, tes charges variables. Ton budget te dit dans l'année prochaine combien est-ce que tu peux avoir. Et bien sûr, chaque mois, ce que tu fais, tu peux aussi faire une estimation en fonction de ce qui se passe dans ta compagnie. Tu peux ajuster ce budget-là, en fait, pour avoir des chiffres qui sont assez réels. OK? Et aussi comparer ce budget-là avec le réel pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi je devais avoir 100 000 $ à la fin du mois et je n'ai eu que 90 000 $. Donc, cette variance-là, cet écart-là, tu peux être en mesure d'expliquer si tu as un budget qui est déjà prédéterminé. Donc, la prochaine.
Next slide. Le troisième document dont je voulais aborder, c'est le tableau de trésorerie. Ce qu'on appelle tableau de trésorerie, nous on appelle le cash flow statement. Alors, pourquoi ton cash flow statement est très important? C'est vrai, ce sont des termes financiers. Les entrepreneurs aiment se concentrer sur la vente, mais ce sont des trucs qui sont très importants. Parce que le profit que tu penses avoir, et si je continue avec l'exemple de Franck où il disait tu achètes ton indicat à 100 francs et à 50 francs et tu le vends à 100 francs, ou tu penses que tes 50 francs, c'est ton profit, c'est ce que tu vas avoir, alors qu'en réalité, ce n'est pas parce que tu as des charges fixes. Mais tu peux te rendre compte que souvent, tu peux faire des prestations, mais puis tu peux vendre quelque chose, et puis ton argent va venir dans 60 jours, ton argent va venir dans 90 jours. Alors que tu as des réalités. Tu dois payer tes employés, tu dois payer tes fournisseurs aujourd'hui. Donc, entre aujourd'hui et puis dans 60 jours là, comment tu fais? Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir un cash flow statement, de comprendre, OK, voilà l'argent qui rentre, voilà l'argent qui va sortir. J'aurai besoin d'argent aujourd'hui. Comment je peux planifier pour ne pas être dans le rouge? Comment je peux planifier pour ne pas être à sec et pour pouvoir faire face à toutes mes obligations? Donc, profit ne veut pas dire cash. Ça, c'est très important à comprendre. C'est pas parce que j'ai eu un gros contrat aujourd'hui et que j'ai une bonne marge là-dessus que ça veut dire forcément dire que j'ai un cash. Comme je disais, tu peux être à sec, mais une entreprise rentable aujourd'hui peut manquer de liquidité. Prochaine slide. Bon, ça, on avait déjà parlé de ça, mélanger les comptes personnels et avoir un système comptable, on a parlé de ça, et les trucs, les impôts, les gens attendent à la fin. Souvent, les gens attendent à la fin, là. À la fin, le 15 avril, c'est là qu'ils attendent pour réduire toutes les factures et puis donner ça à quelqu'un pour dire il faut faire mon truc. Il faut faire ma comptabilité, il faut faire mes trucs. En fait, on attend à la fin. On dit j'ai les 12 mois de trucs, il faut regarder dedans. Tu vas t'en sortir, tu as payé les impôts, moi c'est bon, je suis fatigué, j'ai d'autres choses à faire. OK, non, ça ne marche pas comme ça. Déjà, les impôts, pour les entreprises, c'est mieux de payer des acomptes chaque trimestre. Et on est tranquille, c'est plus facile. Sinon, on a des intérêts, on a des pénalités, etc. Tu ne payes plus cher pour rien, en fait. Juste te préparer, faire le truc trimestriellement, c'est plus facile, en fait. Bon, avoir les revenus financiers, faire comparer au budget, on avait parlé de ça déjà. Ça, c'est... Madame Kouadjo, c'est toi qui dois parler de ça, ou bien? Oui, donc, en restant sur le sujet des banques, ou bien en restant sur le sujet de comment chercher les capitaux, les fonds pour votre compagnie, je voulais rappeler ce que les banques recherchent, n'est-ce pas? Donc, si moi, je suis un banquier, que vous venez me demander l'argent, avant d'approuver votre demande, d'abord, je vais vous demander l'historique de votre trésorerie, c'est-à-dire votre cash flow statement. Je vais vouloir voir, est-ce que vous êtes liquide? Est-ce que moi, je pourrais être payé quand je veux être payé? Donc, je veux voir votre historique de trésorerie. Je veux regarder aussi votre ratio de dette et des capitaux. OK? C'est-à-dire que pour ce que tu as dans cette compagnie-là, c'est combien de dettes que tu as? À combien de personnes que tu dois repayer avant moi de me repayer en tant que banquier? Ce ratio, il est très, très important. C'est quelque chose que les entrepreneurs n'ont pas en tête, mais c'est quelque chose de très important. Donc, c'est quelque chose qu'il faut connaître parce que très souvent, eux, ils le font, ils regardent. S'ils voient que tu as trop de dettes par rapport à ce que tu as, bon, tu risques d'être refusé le prêt que tu veux prendre. Aussi, ton business plan. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, tout est dans leur tête. Les entrepreneurs sont forts dans ça. Hey, moi, là, je connais mon marché, je connais mon revenu, je connais mon target market, je connais ma stratégie de croissance. D'accord, tu connais, mais mets ça sur papier, laisse-moi lire. C'est un exercice qui est très bon, qui est très bien pour chaque entrepreneur. Ça emmène à réfléchir. Ton business plan, où est ton business plan? Laisse-moi lire ton business plan. Est-ce que ton business plan a du sens ou bien ça a seulement du sens dans ta tête? Donc, en tant que banquier qui doit approuver votre application pour un prêt, je vais vouloir lire le business plan parce que je vais vouloir comprendre si cet entrepreneur-là est en mesure de pouvoir gérer l'entreprise s'il va vraiment utiliser le crédit que je vais lui donner à bon escient. Et si c'est même un secteur d'activité qui rapporte. Okay?
vos états financiers, comme on en a parlé tout à l'heure, on a parlé du PNL, du bilan, du trésorerie à jour, vos fonds propres. Effectivement, moi, je vais pas donner des fonds, même en tant qu'investisseur, en tant que VC, je vais pas donner des fonds à quelqu'un qui n'a même pas d'équité dans sa compagnie. C'est-à-dire que toi-même, tu n'as pas mis ton argent dedans, ou bien tu n'as pas, tu n'es financé que par des dettes. Je vais pas venir encore en rajouter. Parce que c'est ce que tu as là. C'est sur ça que moi, je vais me baser pour pouvoir te donner. Au cas de cas, c'est ce que je vais prendre, ce que tu as personnellement, ce que tu as dans la compagnie. Et bien sûr, comme on parlait de conformité fiscale, est-ce que tu as à jour, si tu as fait tes taxes, est-ce que tu mens pas sur tes taxes, est-ce que tu n'as pas des dettes avec le IRS? Tout ça, ce sont des éléments qu'une banque ou bien un investisseur, qu'il soit privé, que ce soit public, regarde avant de pouvoir nous donner des fonds pour nos compagnies, nos entreprises. Bon, pour le SBA, je ne sais pas si vous savez c'est quoi le SBA. SBA, c'est Small Business Administration. C'est le blueprint, en fait, pour les loans pour les entreprises. C'est-à-dire que les petites entreprises, les, tout le monde se base dessus. C'est-à-dire qu'ils ont leur liste. Et la liste, en fait, elle est claire, elle est simple. Mais le SBA loan, c'est le dernier recours. C'est vraiment à la fin. C'est vraiment quand tu n'arrives pas à avoir de financement chez ta famille, chez les financiers, chez les VC, etc., que tu vas sur le SBA loan. Ils ont fait une exception au temps de Covid. Ils ont donné SBA loan aux gens parce que, bon, pour accélérer, pour que les gens puissent s'en sortir. Bon, sinon, exceptionnellement. Sinon, d'habitude, tu as le SBA loan, c'est vraiment le dernier recours. Donc, tu as des partenaires qui sont là, qui vont t'aider à avoir des financements dans le privé, etc. Et d'abord, pour l'SB Loan, juridiquement, il faut être enregistré. Tu n'es pas enregistré. Donc, comme je disais, c'est le blueprint, en fait. C'est sur ça que les autres se basent. Maintenant, ils vont changer quelque chose, ils vont ajouter d'autres informations, ou bien ils vont lever des informations dont ils n'ont pas besoin. OK. Parce que souvent, les banques, avec tes activités bancaires, en fait, ils savent comment tout se passe. Ils voient ta tendance, ils voient ce qui se passe. Ils voient, ils mettent ça dans l'ordinateur, ça leur donne déjà ce qui se passe, en fait. Si tu as, s'ils voient les revenus, ils voient les dépenses. Si tu dépenses, ce n'est pas récurrent, c'est un peu partout, ils voient que la qualité de ton revenu n'est pas bon. La qualité de ton balance sheet n'est pas bon. Donc, ils ont un peu peur de ça. Donc, pour le SBA Loan, voilà le côté juridique et opérationnel. Bon, tu dois t'enregistrer. Tu dois avoir une LLC. Tu dois être juridiquement enregistré. Pour les gens qui cherchent, qui veulent des VC, qui veulent des faux, il faut être une corporation. Il faut vraiment, quand tu es seul, quand tu es dans ta LLC, tu es seul, tu peux te lever pour partir. Quand vous êtes en groupe là, quand vous êtes une corporation là, c'est difficile de toi seul de mettre de prendre des mauvaises décisions. Donc en fait, quand vous êtes en groupe, ça solidifie en fait la compagnie. Et les VC, ils veulent ça. Les banques veulent ça. C'est-à-dire que on a tendance à vouloir se mettre dans son côté. Ouais, je vais réussir seul, je vais aller et puis je vais casser la baraque. OK, c'est bien beau. Avoir 100% de 100 000 dollars, c'est bien beau. Mais avoir 5% seulement de 1 milliard, c'est mieux. Il ne faut pas se cacher la tête à vouloir dire je vais rester seul, je vais faire le truc. Donc, en fait, il faut grandir. C'est la formation juridique de l'entreprise, là, c'est très, très important. Le C-Corp n'est pas là juste pour décorer. C'est vraiment important. Pour avoir ça, il faut avoir des éléments, il faut avoir des gens, il faut avoir un conseil d'administration. Même si c'est 3 personnes, même si c'est juste tes camarades, mais au moins c'est 3 personnes, c'est déjà ça, déjà. C'est important. C'est l'une des structures que les VC vont regarder. LSI, là, les VC ne regardent pas ça. Je parle des personnes qui sont déjà établies depuis longtemps, mais qui veulent vraiment avoir une idée de, je ne sais pas, des AI aujourd'hui, mais ils veulent vraiment que les gens financent. Tu n'es pas en SICOP, on ne te regarde pas. Tu as ta structure ton capital est trop compliqué. Tu as dit ici parce que tu veux garder le pouvoir. Tu as des actions. On ne te regarde pas parce que c'est trop compliqué pour eux. Ils ne veulent pas. Ils veulent quelque chose de simple. Donc, en fait, ça, c'est important. Bon, pour être small business, moins de 500 employés, un chiffre d'affaires de moins de 7,5 millions par an. Les secteurs éligibles, il y a des secteurs dans lesquels ils investissent, ils ne donnent pas d'argent. Souvent,
le truc d'une maison, il y en a qui aiment flipper les maisons là. Les banques n'aiment pas donner l'argent pour ça. Le côté financier, quand je dis financier, Wall Street, c'est-à-dire que tu prends leur argent pour aller investir en bourse, ils n'aiment pas donner l'argent pour ça. Donc, il y a des secteurs qui n'aiment pas. Euh, euh, bon, si tu dois de l'argent à l'État et que tu n'as pas payé, bon, il ne va jamais te donner l'argent. Il ne va jamais te suivre. Donc, tu as tes taxes, les impôts que tu fais. Quand tu fais tes impôts, tu payes tes taxes tranquillement. Tu ne dois pas de l'argent à aucune entité d'État. Tu es tranquille. Euh, bon, on est dans la réalité d'aujourd'hui avec Donald Trump. Euh, on demande à ce que tous les propriétaires, tous les actionnaires d'une compagnie soient américains, nationalité américaine. Pas résident américaine, nationalité américaine. Donc, quelqu'un qui veut demander SBA loan aujourd'hui, c'est, il faut ça. C'est vrai que c'est difficile, mais bon, c'est la réalité dans laquelle on vit. Je, Il y a d'autres, vous pouvez faire des partnerships avec des entreprises qui ont des SBA loans, des trucs comme ça, si vous voulez, mais il n'y a pas de problème. Mais l'entreprise qui demande le SBA loan là, doit avoir 100% de citoyens américains. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Maintenant, c'est dommage. Mais enfin, c'est comme ça. Ouais, bref. Euh, le côté bon résultat financier, moins de 5 millions, après impôt, valeur des assets des tangibles, c'est-à-dire que ordinateur, usine, tout ce que tu veux, tout ce qui est asset, c'est moins de 15 millions. Il faut que tu aies du skin on the game, c'est-à-dire que tu aies investi toi-même ton propre argent, c'est-à-dire que tu aies au moins 10% de l'entreprise, la valeur de l'entreprise, là, que ça vienne de ta poche, que tu as pris ta retraite ou bien tu as pris ton 401k, tu as cash out et puis tu as mis dedans. Faut pas que, c'est pas, si tu n'as pas ça, ils ne te regardent même pas en fait. On ne te regarde pas parce qu'on sait que tu n'as pas skin in the game, tu t'en fous en fait de la compagnie. Si ça tombe là, on m'en fout. Non, on veut que toi-même tu payes quelque chose dedans comme ça, c'est là que ça évolue après. Bon, truc. Bon, il faut avoir une bonne réputation de gestion. Faut pas que quand on dit bonne réputation de gestion, c'est plus euh, est-ce que tu as des félonies en fait? Regarde si tu as des félonies, si tu as truc. Surtout les félonies, c'est important. Quand tu remplis le formulaire, on demande si tu as été condamné pour ça, si tu as été mis en jugement, que tu as plaidé coupable pour un truc de escroquerie et trucs comme ça. Est-ce que ces trucs, c'est important. Quand tu as ça, bon, les banques, comme je dis, c'est le blueprint. Après, ils dérivent, ils font autre chose. Maintenant, si ton entreprise, si tu crées une application qui est comme Facebook, ça décolle comme pas possible. OK, vous savez que tout ça là, quand ils voient que ton truc est vraiment. Ils font fi de tout ça, hein. Ils mettent ça de côté. Ils viennent te donner le chèque en même temps. Mais c'est très rare. C'est pas beaucoup d'entreprises comme ça. Donc, voilà. Euh, bon, il y a des questions sur lesquelles la préparation financière, je ne sais pas, comme je ne vois pas beaucoup de gens qui participent, on peut aller au. J'ai mis des liens dans le chat pour qu'on aille dessus, pour que les gens aillent dessus, pour qu'ils puissent regarder s'ils sont prêts financièrement, ils sont prêts, ils ont leur compte séparé, s'ils ont tous les éléments pour être, si on te pose la question, est-ce que si un financier aujourd'hui vient te voir et dit, hey, donne-moi tes états financiers, j'ai besoin de ça, je veux voir ça dans 48 heures. Toi, tu dis, non, attends une semaine, je vais te donner à mon comptable tous mes trucs, et puis dans une semaine, il va te répondre. C'est pas acceptable, il va jamais te regarder, c'est fini, il va passer son chemin. Ils veulent voir ça, c'est-à-dire que d'ici le lendemain, demain, après-demain, ils veulent voir ça. C'est pas compliqué, sans ça, c'est bizarre. C'est peut-être 15% de votre chiffre d'affaires mensuel, c'est peut-être, ça a l'air beaucoup, c'est pas, je sais pas, mais en tout cas, sans ça, vous n'avez pas d'entreprise. Sans état financier, vous n'avez pas d'entreprise. Sans ces éléments-là, en fait, il n'y a rien, quoi. On est comme au marché des Adjami, quoi. C'est tout. Enfin, d'accord, c'est ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a des questions. Il y a des questions. Quelle est la différence entre blanchiment d'argent? Oh non, je sais pas. Merci beaucoup, Franck. Si vous pouvez, j'ai remis le lien. Si vous pouvez essayer de remplir le lien, ça prend à peu près 2 minutes pour remplir, quoi, pour essayer de voir où vous êtes financièrement et en fonction de ça. Je vais commencer avec des questions, puis on va revenir sur ça, quoi. Ginette, si tu permets, est-ce que je peux acheter quelque chose? Je voulais dire
que souvent les entrepreneurs sont un peu intimidés par tout ce qui est finance parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas assez de temps. Mais moi, je voulais dire de ne pas avoir peur d'embaucher des gens pour faire cela. Parce que c'est tellement important. Il y va de la santé financière, il y va de la santé de l'entreprise. Donc, c'est important. C'est comme quand tu te sens pas bien, tu vas avoir un docteur, ou bien souvent même tu n'as rien, tu vas avoir un docteur pour faire un truc annuel. C'est de ne pas avoir peur de demander aux experts ou aux gens qui font beaucoup, qui font ça tous les jours, de nous aider à avoir nos chiffres, de nous aider à comprendre nos chiffres, en fait. Et donc, je sais que Franck a une compagnie de, de, de conseil en finance et qui fait tout ce que on a cité. Je sais que moi-même, je suis souvent consultante sur certains de ces projets. Donc, je veux dire de ne pas hésiter à, à, à l'appeler ou bien à m'appeler pour voir comment on peut aider chaque business ici à grandir petit. Il n'y a pas de petit business. Et c'est petit un jour demain qui devient Amazon ou bien qui devient Facebook. Donc, moi, c'était le conseil que je voulais ajouter, quoi. OK. Merci beaucoup, Loritz. On va ouvrir. Si vous avez des questions à poser, Et il y a Marie qui dit, donc nous qui sommes novices, là, nous sommes au magie. C'est la question qu'elle a, Marie. Marie, euh, Oui, la première question, c'était comment on paye chaque trimestre. Vous avez parlé de... c'est un truc, c'est un acompte que tu fais pour chaque trimestre. Par rapport au chiffre d'affaires, on calcule par rapport à tes dépenses. Le comptable il fait un calcul, il voit approximativement, il fait une estimation et puis il paye ça. C'est un acompte. Et à la fin de l'année, il fait le récap de tout ce que tu as payé avec réellement tous tes chiffres. Évidemment, on fait le calcul, on calcule vraiment tes impôts et on voit, on déduit ce que tu as déjà payé pour les 3 premiers trimestres et on paye juste le reliquat ou bien si tu as trop payé, on te donne l'argent. Mais la plupart du temps, c'est que tu, tu dois payer le 4e trimestre, en fait, parce que c'est basé sur tes revenus moins tes dépenses. Quand il a cette comptabilité, il fait son calcul, il voit la base, la taxe imposable, la base imposable, en français, c'est quoi? C'est ça. La base imposable, et puis il fait son taux, et puis il paye un acompte. Donc, chaque trimestre, tu te dis, bon, j'ai 25% moins qui vont chez l'État. C'est pas grave, c'est 25%. Donc, il y a des gens j'ai des entreprises qui font, chaque fois qu'ils reçoivent l'argent, là, ils mettent 25% de côté. Il y a OK. le compte qui arrive comme ça, l'argent arrive là, il y a 25% qui va là-bas. Et puis, c'est tout. Comme ça, il ne voit pas, il ne s'occupe pas de ça. C'est pas son affaire. Parce que se dit, je vais emprunter à l'État. Mon ami, ils ont mis Al Capone en prison pour ça, hein. Tu ne paies pas tes impôts, c'est un problème. Ils vont te fatiguer, ça ne va pas aller, tu montes, tu descends, tu vas payer. Il n'y a pas une formule magique qui va faire que tu vas pas payer d'impôts. Il n'y a Et, pas un truc que tu dois payer tes impôts. C'est le plus important. OK. et Franck, si tu permets que j'ajoute, euh, je voulais ajouter, c'est que Franck dit est très, très vrai. Je t'accorise, en griffe. Mais je voulais ajouter que euh, il faut comprendre, c'est pour ça que c'est très important de connaître ces chiffres. Parce que avoir une comptabilité qui est établie. Parce que si tu as un comptable, il est en mesure d'estimer tes taxes pour l'année en fonction de ton budget. Parce que tu as un budget, tu sais combien est-ce que tu penses que tu vas avoir. Donc, en fonction de ça, on peut déjà estimer tous les taxes que tu dois payer pour l'année et tu peux commencer à t'apprêter pour payer, comme ce que Franck dit, avoir un compte avec le ARS et puis leur virer l'argent chaque trimestre en fonction de l'argent que tu as fait, en fonction de ton profit que tu as fait, de telle sorte qu'à la fin de l'année, en avril, tu n'es pas encore à chercher une grosse somme d'argent pour payer. Donc, c'est très important de penser à sa comptabilité et avoir tous ces éléments-là à prêter, quoi. La question que tu as posée, Marie, tout ça, ça dépend en fait de la structure financière de ta compagnie. En fait, quand tu es S-Corp, ça dépend. Bon, il y a beaucoup comme je dis, tu répondre à ça facilement comme ça. Normalement, c'est bon, si tu es revenu moins dépenses, j'ai ton profit multiplié par 25%, j'ai pas mes impôts. OK, je peux te dire ça. Mais en fait, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte en fonction de la structure de la compagnie, en fonction de ce qu'ils peuvent déduire, où ils sont localisés, qu'est-ce qui se passe, les taxes locales, taxes
tes taxes, tout ce que tu veux. Donc, ça dépend, en fait. C'est pas aussi cut and dry comme on le pense, en fait. C'est pour ça, Marie demande, même si tu prends ta petite soeur même pour faire ta comptabilité là, prends ta petite soeur, elle va faire comptabilité. Si tu prends ta femme, ton conjoint, pour faire quelqu'un qui n'a rien à voir avec ton business, quelqu'un qui voit le business comme des chiffres en fait. Pas quelqu'un qui est animé par le business, qui voit ce truc. Je vois mon business, tu es tellement investi dedans que pour toi, ça te parle, il y a des sentiments dedans. Donc, en fait, alors que quelqu'un qui n'y a pas tout ça là, il te dit la vérité directement. Oh, aujourd'hui, là, tu as fait un profit. Aujourd'hui, là, tu n'as pas fait de profit. Il n'y a pas de problème. OK, c'est clair. C'est pour ça que je dis, même si tu prends ta petite seule même pour faire ça, c'est bon. Parce que tu dois avoir une visibilité. Sans visibilité, tu ne conduis pas. C'est avoir conduit une voiture sans volant, c'est tout. On fait un truc, on fait son business, on avance. Même il y a des gens qui ont fait études, tout ça là, mais quand ils rentrent dans le business, ils sont tellement concentrés sur les operating parce qu'ils veulent que ça marche, ça marche, ça marche. Ils oublient que le financier est important. Donc, sans le financier, là, c'est comme si, comme on dit, tu n'avances pas, tu ne fais rien. D'accord? Merci. Je, je vais poser une question à Lorraine. Lorraine. Oui. Comment les associations ONG ou organisations en développement peuvent-elles mieux se préparer aux subventions partenaires ou financements extérieurs? D'accord. Pour se préparer, pour mieux se préparer aux subventions et recevoir, avoir des partenariats, donc avoir des partenariats stratégiques, avoir des financements externes, il faut juste avoir une bonne structure. Donc, comme on le disait là, lorsque, je crois que Franck l'a mentionné, avoir un conseil d'administration, même s'il faut que ce soit tes amis, il faut que vous ayez une gouvernance. Donc, des personnes qui sont détachées de l'opérationnel, qui peuvent vous dire, voilà tel conseil qu'on vous donne et tout ça. Donc, pour avoir une bonne gouvernance, il faut pouvoir avoir des procédures écrites quand on décaisse l'argent, lorsqu'on reçoit l'argent, qu'est-ce qu'on fait véritablement? Qui va chercher les chèques? Qui on remet à qui? Tout ça sont des procédures qui doivent être écrites, pardon. Il faut avoir des processus internes solides pour pouvoir recevoir les financements parce que les bailleurs, ils financent beaucoup plus les structures que les idées. Donc, il faut avoir des bases solides. Merci. Oh, Franck, Oui. oui. Euh, Votre plan d'action, je pensais que... Ah oui, non, bon, c'était parce que, bon, tu sais comment on passe, on a tellement duré, parce qu'il faut un plan d'action, il faut se mettre dessus, il faut vraiment, vraiment le faire. Comme je dis, je le répète encore, les gens qui ont fait Microsoft, ils n'étaient pas, je ne sais pas pourquoi, on arrive dans ce pays et on veut réussir nous seuls. On veut faire les trucs nous seuls. On veut maîtriser le truc tout seul. Non, faire des partenariats. Puis, mettez-vous ensemble, regardez les idées, regardez les choses, faites des partenariats, mettez-vous ensemble, investissez entre vous-même. Ça va beaucoup aider. Et ne pas partager aussi. C'est vrai que chez nous, on ne veut pas partager les choses parce que on a peur que les sorciers viennent nous attraper. Mais la vérité, tu es arrivé jusqu'ici, bon, je pense qu'il faut partager, il faut poser des questions aux gens. Il y a des professionnels qui sont là. Il faut leur poser des questions, ils vont te répondre. Il y en a qui sont très forts. Voilà, Lorraine, elle est très forte en non-for-profit. Elle peut te dire tout ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de gens qui veulent aider les femmes au pays, qui veulent aider, bon, Mais si tu ne connais pas le système, tu ne peux même pas avoir l'argent pour aller aider les gens. Tu vas le faire juste dans le vide. Ouais, non, je vais demander à... Non, ça ne marche pas comme ça. Donc voilà quoi, Moi, c'est plus les for-profit, les gens qui aiment faire l'argent, là, c'est que j'ai. Que les non-for-profit, là, je ne connais pas trop. Moi, vraiment, je ne sais pas où ils trouvent l'argent. Mais bon, je sais que tu peux prendre une ligne de crédit, tu peux voir de la banque, tout ce que tu veux, des personnels. Mais deux fois, comme on dit, demander, au lieu de donner 10 000 dollars à quelqu'un, à une seule personne, 1000 dollars, 1000 dollars, 1000 dollars, bien 500 dollars, 500 dollars à 20 personnes, ça peut financer, aider ton cash flow pendant au moins un truc. Et puis après, tu rembourses leur argent, bien, tu les rentres dans ton capital. C'est pas grave. S'ils ont pris 10% de ton capital, ça fait quoi? Ça fait rien. Mais au moins, tu vis, ton entreprise est viable. C'est à 5% de 1 milliard, c'est beaucoup. Plus tu vas avoir 100% de 100 000.
C'est, c'est le plus important. Donc, demander et il faut être légal, quoi, c'est tout. En fait, légal, quand je dis, il faut avoir son truc. Bonsoir à tous. Et merci pour l'intervention. Je voulais rebondir sur la question avec Lorraine Aka, Lorraine, et sur la fondation de l'ONG. Ouais. Lorraine, c'est pour toi ça? D'accord. Donc, si on a une nouvelle organisation, on a une toute petite organisation, bon, y a pas de petites choses. Une fois qu'on commence à recevoir de l'argent, ça devient sérieux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, comme j'ai dit, OK, comment procéder pour avoir un accompagnement bien. Je suppose que l'ONG a déjà l'idée, l'ONG a déjà, en tout cas, une idée de de ce qu'elle veut faire, de l'impact qu'elle vise, et donc de cette idée-là. Je vais mettre le site internet ici. Pour les petites organisations, celles qui viennent de commencer, comment elles définissent leur structure, elles peuvent aller sur le site internet de l'Alliance Finance Impact. Il y a pas mal d'outils pour savoir comment débuter un business. Donc, après l'idée que vous avez, vous formez une équipe, donc il faut avoir une comptabilité, il faut avoir des personnes qui décident, il faut avoir des personnes qui sont bien au niveau de l'opération. Et puis, donc, il faut se constituer. Donc, il faut se constituer, pouvoir être déclaré. Et puis, voilà, commencer à écrire des projets, chercher des financements. Et on trouve des financements assez rapidement. On trouve des financements avec des individuels. Il y a des personnes même qui donnent leur héritage en cadeau à des ONG pendant des années, sur 20 ans, 50 ans. Donc, ça dépend de l'impact et de ta mission. Donc, déjà être structuré. Une fois qu'on est structuré, trouver des financements devient plus facile. C'est ce que je dirais. Donc, je vais mettre le site internet là. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, oui, je vais ajouter aussi, comme Franck l'a dit, c'est aussi se connecter avec des personnes qui s'y connaissent sur ce plan-là, comme visiter Alliance. Elle a mis sur le site Lauren, contacter Lauren et elle pourra donner plus d'informations qu'en fonction. Il y a des gens qui connaissent ici qui savent comment demander des grants. Ouais. Mhm. Souvent, les gens ont besoin des grants. Surtout, vous êtes souvent, je vois souvent des black women. Vous êtes des black women, non? Vous avez des grants qui sont alloqués pour vous. Mais la plupart du temps, les gens ne demandent pas. Le grant, là, ça reste, il y a 80%, 50% des grants là, qui ne sont pas, qui sont pas demandés. Alors que c'est juste une application de le faire, savoir demander à la personne qu'il faut, à Lorraine par exemple, qui peut vous aider, qui peut vous transférer chez quelqu'un qui va écrire le grain pour vous. Même si la personne prend un pourcentage sur son salaire, parce qu'il a fait des études. Et puis voilà, c'est important. Oui. D'accord, merci. J'ai une autre question pour Franck. Mhm. Quand vous parlez de création de valeur à long terme, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour une petite entreprise ou une entreprise en croissance? Bon, c'est pour créer des valeurs pour le futur. C'est-à-dire que le cash flow pour le futur, il faut que je investis aujourd'hui pour que demain, ça me rapporte de l'argent. C'est-à-dire qu'à long terme, c'est euh, quand on a une asset, ça nous pour faire des revenus pour le long terme. C'est j'investis ou je prends j'embauche quelqu'un pour une petite entreprise. C'est créer des valeurs pour le futur. C'est ça, en fait, que. J'ai répondu à la question, mais j'ai juste parlé comme ça. Mhm. D'accord, merci. Non, c'est ça en fait. Simplement, c'est créer, c'est vous investir maintenant pour plus tard. C'est-à-dire, j'ai investi dans une application aujourd'hui je sais que ça va me rapporter de l'argent plus tard. J'ai créé des trucs à long terme. Quand quelqu'un voit ça, il dit, ah, son truc aujourd'hui là, ça n'a pas une grande valeur, mais demain, je sais que ça aura de la valeur. J'ai investi, je prends quelqu'un, je mets dans mon équipe. Cette personne-là, elle est clé, elle est AI, elle connaît tous les langages, je ne sais pas quoi. Ok, je sais que cette personne, le fait que cette personne soit là, ça me donne une valeur. Le fait que j'embauche, je ne sais pas, euh, je sais pas, un ingénieur ou un CFA ou un CPA ou je sais pas, n'importe. C'est une valeur. Ce sont des valeurs futures. Ça permet de trucs, en fait. Créer des valeurs pour le futur, c'est tout. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Une Mhm. question pour Loris. Loris, quel genre de
Par exemple, si quelqu'un ne s'y connaît pas en comment créer un budget ou commencer à écrire les informations, comment, comment elle peut commencer? Si quelqu'un n'a jamais fait ça, une petite entreprise, comment cette personne peut commencer à remplir certaines données-là? Tu as des conseils au sujet des apps, comment on appelle ça? Comment dire? Oui, oui, bien sûr. Moi, je veux dire, la première des choses même à faire, c'est de ne pas être intimidé par tout ce qui est finance. Ne pas être intimidé par les grands mots, par le PNL, par le budget, toutes ces choses-là. Donc, d'abord, ça commence dans la tête, se dire que, un, on est capable, et puis deux, je veux dire, être assez curieux, OK? Pour commencer, être assez curieux, c'est-à-dire pouvoir se poser, il y a trois questions clés que moi je dis qu'il faut se poser qui aident quand on commence à vouloir établir ses rapports financiers. Combien d'argent est rentré dans ma compagnie? Combien d'argent est sorti de mon entreprise et qu'est-ce qui est resté? Si tu arrives à répondre à ces questions-là avec des chiffres, c'est un bon début. Maintenant, en ce qui concerne les outils que tu peux utiliser, ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être complexe. Ça a juste besoin d'être régulier. Donc, je dis toujours la régularité sur la complexité. C'est-à-dire que prends le temps, une fois par mois, de t'asseoir et de mettre tout à écrit. Donc, voilà ce qui est rentré, mes revenus. Voilà combien ma marchandise m'a coûté. Voilà ma marge, voilà mon profit. Et de là, tu as déjà commencé un PNL. Et au fur et à mesure, tu vas ajouter tes dépenses. En termes d'outils, tu peux utiliser simplement Excel. Si tu as un petit business qui n'est pas assez compliqué, entrée, sortie, marge, quelques dépenses, tu peux seulement utiliser Excel, ajouter les mois chaque fois dans chaque colonne. Il y a aussi d'autres outils qui sont disponibles que tu peux acheter, comme QuickBooks, comme je vais dire, voir un expert comme Franck, par exemple, pour te faire ça chaque mois. Il y a différentes options. Mais pour moi, pour la plupart, c'est d'abord vaincre ta peur de tes chiffres, parce que généralement, les entrepreneurs sont concentrés sur la vente, la vente, la vente, et ne regardent pas le côté financier. Comme je dis, le côté financier, tout le rapport financier de la chose. D'abord, te dis que tu peux faire, d'abord t'asseoir pour le faire, et puis te poser les questions essentielles et de commencer. Il faut commencer. Même avec Excel, tu peux commencer. OK. L'autre question. Vous avez, d'abord, je voulais savoir, merci beaucoup, Loris. De quelle ville chaque invité vient? Je ne sais pas si on a des gens d'Abidjan, de l'Europe ou d'Atlanta. Si vous pouvez mettre dans le chat d'où vous venez, ça va faciliter les questions. Et vous avez des questions, je sais que on est à Atlanta ici, mais je voulais savoir aussi si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec la ville d'Atlanta. On peut aussi voir comment on peut vous aider aussi au sujet de ça. Texas. OK, on vient de Texas, Abidjan. OK, Abidjan. OK. Ah, bien Abidjan. Oui. Mhm. Ah, mais il y a les différentes lois. Les lois à Abidjan, c'est différent, hein. Il faut aller voir le CPC. C'est différent. Moi, j'ai parlé de l'ARS aux États-Unis. Donc, c'est pour ça. Mais bon, il faut voir les OK. conseils. Il y a toujours des comptables, en fait. On peut voir n'importe quel comptable. OK. Il faut Merci. voir quelqu'un de bien. OK. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je vais continuer. Vous avez des questions? Mhm. Surtout les entrepreneurs, là. Ils se disent, on n'a pas besoin de comptable tant qu'on n'a pas encore créé l'entreprise. Donc, ils se disent, c'est vrai, il faut créer ton entreprise d'abord et puis après, il faut mettre ça en place aussi. C'est important. Sinon, C'est OK. ça. Désolée, moi j'ai une question. Bon, pas vraiment une question, c'était pour confirmer ce que Monsieur Franck disait. Nous qui n'avons pas encore commencé l'entrepreneuriat, mais qui voulons commencer, comme la sœur Loris le dit, on doit fuir la peur. Donc, mhm.
Je pense que c'est là le début aussi. C'est pas que les gens ne veulent pas chercher de trucs. Ils ont toutes les idées, mais pour commencer, là, le mindset est quelque chose qui est tellement important. Tellement important. Et puis, mon deuxième point, c'était de demander à Lorraine, par rapport aux ONG, tu peux répéter un peu ce que tu avais dit? Je vais aller sur le site pour voir quand tu viens de commencer une ONG, comment commencer à faire les fonds? Est-ce que tu dois prendre tes fonds personnels pour financer le ONG? Tu peux, tu peux prendre tes fonds personnels, mais toutefois, lorsque tu vas déclarer aux impôts, lorsque tu vas mettre dans ton bilan, en ONG, au lieu de PNL, on appelle ça, on a le Statement of Activities. Donc, pardon, le Statement of Financial Position, tu vas dire que l'argent qui est reçu vient de tes fonds propres. Donc, tu peux mettre ton propre argent. Tu peux commencer comme ça avec ton propre argent. Déjà, démarrer les activités. Parce que les bailleurs aiment voir ça. Voir que déjà, tu prends ton propre argent, tu investis, tu es en train de faire quelque chose. Donc, véritablement, la cause pour laquelle tu luttes te tient à cœur. Donc, tu commences avec tes propres fonds, tu vois des personnes que tu connais ici et là qui t'aident et tu commences à te structurer. Et peu à peu, tu regardes les grants, il y a des gens qui donnent peut-être $1,000, $5,000, $10,000 en fonction de ta structure. Si tu es structuré d'une façon, bon, tu as un comptable qui peut, tu as des procédures bien ordonnées là, on commence à te faire un peu confiance, on commence à mieux te voir, on te donne un peu plus de grant en fonction de ce que tu as comme activité. Parce que chaque année, si tu es une ONG que tu n'as même pas mis tes propres fonds, tu ne fais aucune activité, bon, les gens se disent que, bon, on ne te regarde pas vraiment, quoi. Voilà. Et puis, 100%. Yeah. Ouais, les conseils d'administration aussi, effectivement, il y a des memberships, ils peuvent cotiser, aider l'organisation à pousser déjà. 1 an, 2 ans, on commence vous commencez à vous faire remarquer, on commence à vous voir et puis on commence à vous aider. Et ma deuxième question, désolée, est-ce qu'une personne peut appliquer pour le 501(c) ou bien tu dois forcément embaucher quelqu'un pour faire ça? Mais toi, tu es Non, où? Toi, tu es à Abidjan ou bien tu es aux États-Unis? Hey, Non, il demande parce que la question que tu poses là, c'est les gens qui sont aux États-Unis ici qui peuvent appliquer pour créer une entreprise américaine. Parce que c'est dont elle parle là, faire votre truc là. c'est ça, effectivement, c'est Ouais, vrai. c'est les États-Unis. Donc, en fait, si tu es à Abidjan là-bas, là, ça passe pas. Ils vont t'arrêter au départ, mais en haut là, ils vont non, t'arrêter. non, 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 je ne suis pas à Abidjan. Mais au fait, Ah, d'accord, j'ai ok. déjà le LLC. J'ai voulu essayer d'embaucher quelqu'un pour faire le 501(c). Mais l'agent qui m'a demandé là, moi, j'ai dit, on dirait que moi, je peux appliquer. Si je m'assois pour lire là, je peux Hey, appliquer. tu C'était sais, trop cher. non, tu sais, bon, peut-être qu'il y a des prix, il faut regarder le prix général. Mais tu sais, des fois, il y a des choses, moi, je me dis toujours, il y a des gens qui savent comment tuer un rat, mais ils ne savent tuer les araignées. Il y a des gens, ils ne savent pas. Moi, il y a des choses, je ne sais pas. Donc, je vais préfère prendre quelqu'un qui est fort dedans, qui va faire. Parce que se dire, je vais faire ça, tu vas faire des erreurs et ton case va être rejeté, ou bien on va pouvoir refaire encore pour que, juste parce que tu as coché une mauvaise case. Donc, deux fois, c'est vrai, on se dit, on peut tout faire, hein. On est fort, on peut tout faire seul. Et puis, en plus de ça, tu as le learning curve, tu dois apprendre encore, tu dois perdre du temps, comme tu vas perdre du temps pour apprendre, alors que si tu embauches quelqu'un là, des fois, ça va plus vite. Ça va plus vite. Si tu, c'est le but que tu veux là, c'est devenir quelqu'un qui remplit file ou bien tu veux faire ton entreprise. Donc, des fois, il faut laisser les gens gérer les choses. Toi, tu fais pour toi. C'est ce que moi, c'est mon conseil. Moi, mais je ne suis pas ça souvent, mais bon, on me répète ça souvent. Donc, tous les jours, j'ai envie de faire moi-même. Mais je sais que je ne peux pas, j'ai besoin d'aide. Ouais. Donc, pour répondre à la question, tu peux le faire, mais c'est mieux. Ça a tes risques et périls. Ça a tes risques et périls. de- Ça a tes risques et périls. Parce que tu vois, la personne, en fait, va te donner des conseils qui n'ont rien à voir même avec ce petit truc. Il va te dire, mais est-ce que tu as fait ton trademark pour ce truc que tu as dans ton truc? Est-ce que tu as fait ça, que tu n'avais même pas vu, en fait, que c'était un truc le plus important, en fait. Tu vois, donc, il y a des choses, il y a des gens qui sont partis à l'école pour ça, en fait, des fois. Enfin, je me dis, hein. Si, bien sûr. Hmm. Merci. C'est bon, personne d'autre a des trucs. Vous avez d'autres questions? Si
si je peux répondre, pendant que les autres sont en train de penser à leurs questions, si je peux rebondir par rapport aux commentaires de la sœur Marie-Esther sur la peur de commencer son idée. Je veux dire, c'est quelque chose que tout le monde connaît. C'est-à-dire que l'idée dans ta tête, hein, tu vois comment tu as commencé, comment tu vas faire, mais pour prendre pour faire le premier pas, c'est difficile. Et moi, je dis toujours, c'est se dire, il n'y a pas, qu'est-ce qui peut arriver si tu commences? Le pire, tu n'as pas de clients. Mais en ce moment-là, tu n'as pas de clients. Donc, tu n'as pas commencé, tu n'as pas de clients. Tu n'as rien, c'est zéro. Donc, si tu commences, que c'est toujours zéro, tu n'as rien perdu. C'est statu quo. OK? Mais si tu commences et que tu as des clients et que tu avances un peu, ce n'est que, et j'ai dit en anglais, ce n'est que upside. Donc, il n'y a que upside de vouloir commencer quelque chose, de faire quelque chose. Donc, c'est attraper son cœur et puis se jeter. C'est ça seulement qu'il faut faire, en fait. D'accord. Merci. Quelqu'un a une question? Il y a une question dans le chat. OK. Comment mettre en place la comptabilité d'une entreprise que nous voulons financer à partir d'un homme, à partir d'un Home home equity line of credit. credit line of credit? Donc, Comment? comment s'organiser pour ne pas mélanger les comptes? OK. Home equity line of credit, c'est-à-dire que tu la prends sur ta propre maison toi-même. Donc, en fait, tu prends ta maison, tu prends ton bien, et puis tu transfères ça, tu prends de l'argent, tu transfères ça sur ton compte entreprise. Et tu enregistres clairement que oui, c'est un apport pour l'entreprise. D'accord? C'est là que ça débute. Mais ton crédit, c'est pour toi, hein? C'est au ton personnel. C'est un crédit personnel, ce n'est pas un crédit d'entreprise, hein. Donc, on est d'accord. Toi, tu investis seulement. Maintenant, toi, tu payes ton crédit après avec tes revenus tranquillement. D'accord? Parce que ce n'est pas le crédit de l'entreprise. Je veux juste mon truc. Sinon, c'est. Maintenant, pour mettre en place une comptabilité, pendant que tu es en train de créer ton entreprise, là, tu vois, tu parles à quelques comptables, tu parles, ah, Jean, je suis ici, il va te dire ce qu'il faut faire. Il va te dire, ah, tu es ton entreprise, d'accord, ok, on va commencer à mettre les choses en place. Voilà tel compte dont tu as besoin. Voilà les plus récurrents dont tu auras besoin. Je te donne ça. Pour l'instant, voilà ça en spreadsheet. Ok, quand tu commences, tu me dis, il n'y a pas de problème, on va avancer. Et au fur et à mesure, il te suit et il te dit quel truc tu dois faire. Par exemple, si tu veux avec S-Corp, il va te dire, ok, tu as 6 mois pour appliquer pour faire ton S-Corp. Ok, pour que ça passe tranquillement. Sinon, après, ça sera plus compliqué. Bref. Tu as des choses comme ça, il va te dire quel genre d'entreprise tu dois faire. Pendant que toi, tu t'occupes du opérationnel, j'achète, je vends. Ou bien je transforme, je transforme, je vends. Je prends ici, je fais ça. Je crée mon application, voilà, voilà, voilà. Pendant que tu es en train de faire opérationnel là, tu as d'autres personnes qui vont te conseiller, qui sont experts dans tel domaine, qui vont t'aider. Tu vois, par exemple, des experts qui sont en marketing. Mais la même chose, tu vas lui parler après. Tu ne connais pas marketing. Il y a des choses que tu ne connais pas. Tu vas lui dire, ah, tiens, tu sais, j'ai mon truc, j'ai mon produit là. Je compte lancer dans 6 mois. Est-ce que tu peux me présenter une stratégie marketing? Tu peux me montrer un truc? OK, comment on va voir tes prix, etc. Tu essaies de voir comment ça va se passer. Et puis, tu avances. Mais tu prends les conseils au fur et à mesure. C'est pas besoin de sortir l'argent dès le départ, mais au moins, tu sais que, ah, cette personne-là, au moins, il est là. Il va t'aider, quoi. Il va t'aider, il va te montrer comment on fait, en fait, au fur et à mesure. C'est ce que je veux dire. Si je peux renchérir, Franck, si tu permets. Je peux Vas-y, vas-y. renchérir. OK. Merci, frère Simon-Pierre. C'est un grand frère à moi. Merci, grand frère. Je voulais renchérir un peu sur ce que Franck est en train de dire. Ce qu'il dit, c'est très vrai. Mais je voulais ajouter quelque chose. Je voulais dire, c'est très important de dissocier ses finances personnelles et les finances de l'entreprise. L'amalgame que tu fais ici, c'est de mélanger le Home Equity Line of Credit avec ce que tu penses de l'entreprise. Alors, donc, c'est deux trucs différents. Pour ton entreprise, tu as besoin de capitaux. Où tu trouves ce capital-là, ça dépend de toi. Ça peut être ton Home Line of Credit, ça peut être ta femme qui te donne, ça peut être, tu t'en vas demander à tes parents, ça peut être n'importe quoi. Dans ce cas-ci, où tu trouves le capital pour commencer ta compagnie, c'est dans ton Home Equity Line of Credit. Donc, comme Franck l'a dit, c'est vrai que tu retires l'argent de ça, mais c'est deux comptes différents, c'est deux situations très différentes. Ça, c'est ta vie personnelle
où tu as retiré l'argent de ton Home Equity Line of Credit, mais maintenant, cet argent-là, tu l'utilises pour ton entreprise. Et donc, ton entreprise demande autre chose, ta vie personnelle demande autre chose. Alors, tu prends l'argent là, tu fais ton entreprise, tu fais ce que tu as à faire. Et comment tu repayes ton crédit? Mais tu repayes ton crédit comme tu aurais repayé n'importe quel crédit, comme tu aurais repayé une crédit card. C'est-à-dire que tu travailles, tu fais ta comptabilité dans ton entreprise. Quand tu as ton profit net à la fin, tu peux te payer, toi, en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça qu'on fait une entreprise, c'est pour pouvoir bénéficier de l'argent de cette entreprise-là. Donc, après que tu as eu ton revenu, après que tu as enlevé tes coûts, ce qui va rester à la fin, toi, tu te repayes. C'est-à-dire que tu peux dire, OK, ce mois-ci, j'ai eu 2000 $ de profit. Dans ces 2000 $ je vais laisser 1000 $, mais j'ai pas 1000 $ pour moi. Ces 1000 $ que tu prends pour toi, là, ça va maintenant sur ton compte personnel. Sur ton compte personnel, tu fais de ça ce que tu veux. Tu peux repayer des dettes comme ton Home Equity Line of Credit, ou bien tu peux faire ce que tu veux avec ces 1000 $. C'est ton argent, c'est de l'argent que tu auras gagné à la sueur de ton front en faisant un business. Donc, c'est deux mondes différents. C'est très important de dissocier cela dans la tête et même sur papier. Donc, il n'y a pas de mélange de comptes. Ton Home Line of Credit reste personnel. Ta comptabilité reste aussi pour ton entreprise, ce qui est deux mondes différents. Et comme on a couvert ça au début de la présentation, c'était de ne pas mélanger les deux, de faire très attention pour ne pas mélanger les deux, parce que la banque n'aime pas ça. Il y a quelqu'un qui pose Eloise. Ah oui. Est-ce que tu as, est-ce que tu as manqué la date limite de postuler ou bien il demande que tu sois enregistré ou y a-t-il eu un problème spécifique? C'est à qui la question est posée en fait. Non, je pense qu'elle pose la question à Rennes parce qu'elle dit qu'elle a raté 20 000. Ah, d'accord, ok. Ah, va rater le grant en fait. Ah, d'accord, ok, j'ai pas compris. Oui. Donc, Simon, on a répondu à votre question ou bien? Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je suis Reine Quadio, chargée d'études, formation et marketing dans une structure de formation en qualité et aussi fondatrice de la fondation Crack Foundation qui est spécialisée dans tout ce qui est euh, accompagnement, formation, structuration des jeunes filles pour tout ce qui est métier qu'on appelle dans notre jargon métier homme. Tout ce qui est comme la mécanique, carrelage, peinture, carpentry et aussi, j'accompagne aussi les agriculteurs, surtout ceux du vivrier, pour tout ce qui est comme production et puis écoulement aussi de leurs marchandises. Donc voilà un peu de façon ramassée ce que je fais. Dernièrement, j'avais reçu une offre concernant des financements pour les NGOs dans l'Afrique subsaharienne. J'ai envoyé ma présentation, j'ai été retenue. Mais jusqu'ici, je travaille de façon informelle avec l'appui d'un Irlandais qui est spécialisé dans la fabrication de produits engrais en bio. Et lorsqu'on m'a demandé certains documents, je ne les avais pas. Le site internet aussi, il a été fermé parce que j'étais occupée aussi à d'autres choses concernant le travail. Donc maintenant, je veux me lancer à plein temps. Voilà pourquoi je demandais des conseils pour une fondation ou bien une ONG qui veut se lancer nouvellement. Quelles sont les prédispositions à prendre pour ne plus rater ce genre d'opportunité? Parce que la valeur du financement était à hauteur de 20 000 €. Voilà un peu la question que j'avais posée. Et je pense que Lorraine Naka m'avait répondu. Merci. Si. Et je vais ajouter quelque chose rapidement. Si vous êtes à Abidjan,
Donc après, de façon ramassée aussi, hein, c'est dit après avoir constitué votre conseil d'administration, c'est de vous rapprocher vers la DGAT pour pouvoir déposer vos statuts, déposer les documents qu'on demande pour une enquête de moralité, après avoir votre agrément pour être constitué de façon officielle. Et après ça, mais quand vous n'avez pas toutes ces choses-là, comme vous avez dit, vous êtes supporté par un Irlandais ou quelqu'un d'autre qui peut représenter, qui peut agir en titre de hôte fiscal. Donc, recevoir les fonds pour vous parce que cette personne-là travaille déjà ou fonctionne en tant qu'organisation. Donc, reçoit les fonds en votre nom. Mais vous pouvez me contacter de façon personnelle ou aller sur le site, vous nous envoyez un message et on pourra vous aider par rapport à vos démarches à Abidjan. Merci. Ok. D'accord. Merci infiniment. Bien noté. Si tu, Laurent, si tu peux mettre tes contacts dans le chat pour qu'elle puisse voir ça aussi. Et Louise avait demandé des clarifications par rapport aux 20 000 euros qui avaient été ratés là. Elle avait demandé si c'était parce que la date était passée ou bien si c'est parce qu'elle n'était pas enregistrée. Est-ce qu'il y a eu un problème spécifique? Oui, c'est parce que j'avais pas été enregistrée. J'avais pas été enregistrée. Ils ont demandé aussi des photos. Voilà. Des photos d'avec les dames lors des formations et tout ça. J'avais ces photos, mais je n'ai pas demandé l'avis des dames, donc je ne pouvais pas poster. Et Donc voilà un peu. J'ai eu des réunions, à tenir des réunions avec ces dames-là. Elles sont pour que je poste parce que je leur avais dit que il serait possible d'avoir des financements pour booster aussi leur activité, vu qu'il y a certaines personnes pour lesquelles j'ai eu à créer des pages et ces pages-là ont besoin d'être sponsorisées. Et vu qu'à chaque fois elles pleurent, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, si elles ont un coup de pouce, on pourra aussi sponsoriser ces pages-là et puis les aider aussi à monétiser certaines pages aussi. Voilà un peu. J'avais pas les papiers de façon légale. De façon informelle, ça existe, oui, mais j'ai pas de papier. Qu'est-ce qui prouve? Donc voilà un peu. C'est important. ok, merci beaucoup. Moi, je veux franchement applaudir Reine. Franchement, je t'applaudis beaucoup pour ce que tu fais. Et puis, je t'encourage beaucoup. N'abandonne pas, quoi. Continue de faire ça parce que ça a un réel impact, en fait, sur la vie de beaucoup de personnes. En tout cas, félicitations. Oui, félicitations. So, merci de nous avoir. On va bientôt finir. Et Franck et Laurie, si vous avez des informations aussi à mettre sur la page, comment on peut vous contacter pour avoir plus d'informations sur ce que vous faites, vous pouvez mettre sur Mm. la page. D'accord, d'accord. OK. Euh, En fait, je voulais vous dire que pour moi, on est là. Il y a, comme je dis, j'ai fait exprès au départ, on a présenté Eric, qui est vraiment le chef du patronat à Abidjan. Si on a besoin de contact, si on a besoin d'ouverture, si on a besoin de trucs, on est là. La chambre de commerce qui est là, c'est pas une petite affaire. Vraiment, ça va beaucoup aider. Si vraiment on se tient les coudes, je pense qu'on peut aller de l'avant, quoi. On peut s'aider. Il y a des experts qui sont là, il y a les grands frères qui sont là, qui peuvent nous aider. Moi, bon, on peut s'entraider, en fait. Aller faire beaucoup de choses. D'accord? C'est vraiment une bonne initiative. Très bonne initiative. Merci pour tout. Je mets mes informations et puis on avance. Merci. Merci beaucoup. Loris, comment les gens peuvent te contacter aussi? Et un dernier mot. Dernier mot, dernier mot. Honnêtement, moi, tout ce que je voulais dire, c'était que de ne pas oublier que tous les entrepreneurs travaillent fort. Ils ont une vision, ils ont des goals, ils ont tout. Mais je veux simplement rappeler que les chiffres viennent pour soutenir tout cela, en fait. Et que de ne pas être intimidé par ces chiffres-là. Et que les chiffres viennent pour les aider
à bâtir aujourd'hui ce qui va rester demain, ce qui sera solide demain. Donc, n'ayez pas peur de contacter des experts ou bien des gens qui s'y connaissent dans le domaine. Ne regardez pas toujours l'argent parce que souvent, le prix que tu payes peut être minime comparé à la valeur que tu vas recevoir parce que c'est une valeur sur long terme. Et donc, comme Franck a dit, nous sommes là. Franck a une compagnie de advisory et je ne suis que consultante là-bas. Donc, s'il le contacte, j'aurai peut-être l'occasion de travailler sur leur projet et tout. Donc, c'est tout ce que je voulais ajouter. OK. Merci beaucoup. Et Lorraine, tu as un dernier mot à ajouter? Bah, j'aimerais dire merci. Merci à toutes ces personnes présentes, les personnes qui ont juste fini le boulot, je suppose, qui nous ont rejoints, les personnes qui sont à Abidjan et super tard, qui sont restées jusqu'à la fin. Donc, merci. Et comme Loris le disait, pour les entrepreneurs, les nouvelles personnes qui veulent s'engager dans le business, n'hésitez pas, c'est toujours difficile, mais une fois qu'on saute, c'est déjà un grand pas. N'hésitez pas à vous faire accompagner parce que parfois on se dit on peut tout faire tout seul, mais c'est bon de se faire accompagner pour éviter les erreurs. Félicitations, comme elle le disait, à Reine Quadio pour son initiative en faveur des femmes. Ce sont des actions à encourager. Et pour les personnes qui n'ont pas osé parler ou qui ne sont dans des conditions où elles ne peuvent pas parler, s'exprimer, qui sont aussi entrepreneurs, peut-être directrices d'organisation, félicitations pour toutes ces initiatives-là. Voilà. Merci encore et on reste ouvert, voilà, pour vos questions. Après, même aujourd'hui, contactez-nous et on va répondre aux questions. Voilà, merci. Merci. Je tiens à remercier à tous les speakers qui ont pris du temps pour parler aujourd'hui et merci beaucoup. C'était beaucoup d'informations et merci d'ajouter vos contacts pour que on puisse continuer cette conversation-là. Et je voulais ajouter que la Chambre de commerce est là pour aider tous les entrepreneurs à créer ce lien-là. Comme Franck l'a dit, on a des contacts aussi à Abidjan et aussi on a des contacts aux États-Unis. Si on veut grandir, on ne peut pas travailler seul. En travaillant ensemble, on permet de grandir ensemble et avancer de l'avant et grandir notre communauté, grandir chaque personne. Donc, merci beaucoup et à la prochaine, Au revoir. prochain événement. Merci. Regardez, j'ai laissé le lien de la chambre de commerce. Vous pouvez En tout cas, merci pour tout. oui, il y a un lien où Beaucoup. vous pouvez mettre votre email et vous allez recevoir toutes les informations de la chambre de commerce pour les prochains événements. Ok. Bravo, 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 bravo. Bravo, merci. Allez, bye bye. Au revoir à tous.